Alors, merci d'être venu pour cette première conférence du cycle de conférences de Rennes en Jeu 2025. Cette première conférence elle a un titre très racoleur, ça s'appelle « Briser les codes du jeu de société ». Vous voyez très fort. Donc voilà, la première question qu'il faut se poser, que je trouve intéressante, c'est pourquoi briser des codes finalement ? Parce que le jeu de société marche très bien tel qu'il est, les gens trouvent ça très bien, s'amusent très bien, etc. Mais pourquoi ? À quoi ça sert de briser les codes ? Est-ce que c'est juste pour le principe ou est-ce que ça sert à quelque chose ? Moi, je pense que la nécessité qu'il y a à chercher à briser les codes de l'objet culturel jeu de société, c'est parce que d'abord, c'est un objet culturel. C'est un média vivant qui, jusqu'à présent, a évolué donc selon les possibilités cognitives de l'être humain, les pratiques populaires et l'influence d'une culture manufacturée. Alors, je vais juste détailler un tout petit peu ces 3 points, parce que c'est important de le dire quand même. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous étaient là à la conférence sur l'histoire du jeu de société l'année dernière. Donc ce sera une redite pour vous, mais peu importe. Quand on dit qu'il a évolué selon les possibilités cognitives de l'être humain, c'est entre autres parce que, par exemple, quand dans l'Antiquité, il y a très longtemps, vers moins 3000, etc., on a commencé à valoriser l'abstraction du temps et de l'espace, en fait. C'est-à-dire qu'on commençait avec le début de l'agriculture, de l'élevage, à découper le réel autour de nous en parcelles, donc à l'abstraire, à faire de la géométrie dans l'espace, concrète. Et on a fait pareil avec le temps, on a commencé à faire des calendriers. On prenait pour modèle le flot d'une rivière, les cieux, etc. Donc ces processus-là étaient valorisés. Et à partir de ce moment-là, c'est là où sont apparus, par exemple, les jeux de société avec des cases, ou des jeux de société avec des cases qui étaient figuratifs. En fait, on avait commencé de mettre le réel dans des cases, et donc on faisait pareil dans les jeux. Dans les cases des jeux, on mettait le réel sous la forme d'illustrations, de gravures, etc., etc. Donc en fonction de cette évolution cognitive de l'humain, les jeux ont évolué. De la même manière, une fois qu'on a commencé à développer un goût pour la démonstration, les calculs complexes, on faisait déjà les calculs complexes pour bâtir les pyramides, etc., etc. Mais le goût de la démonstration et de la logique, d'essayer de mettre ensemble plusieurs causes, de faire des jeux de déduction, etc., ça a donné lieu à l'apparition des jeux de pions. Des jeux sans hasard du tout, alors que le jeu de hasard est le jeu le plus ancien du monde. Donc ça aussi, c'est une autre évolution cognitive de l'être humain qui a amené de nouveaux styles de jeu. Okay, donc les jeux ont évolué selon les possibilités cognitives de l'être humain, des pratiques populaires, parce que les jeux, c'était quelque chose qui était partagé, qui était avant tout créé, qui restait vivant par leurs pratiquants. Ils n'avaient pas d'auteur identifié, en fait. Maintenant, dans les jeux d'édition, on a des noms sur les boîtes de jeux avec des auteurs, mais ça, c'est relativement récent. Ça date du XVIIIe siècle ou plus tard. Enfin, on a quelques exemples avant, mais quand le fait que ce soit répandu, ou de plus en plus, c'est à peu près cette période-là. Donc, avant, c'était juste des gens qui jouaient parce qu'un jeu se transmettait. Regarde, ce jeu, il est bien, je vais y jouer, je le ramène dans mon village, je lui fais traverser toute l'Asie en faisant la guerre, etc., etc. Donc ça, c'était les pratiques populaires. Il faut aussi noter que c'était les pratiques populaires un peu descendantes, parce que, tout simplement, c'était souvent ceux qui avaient du temps de loisir ou qui pouvaient avoir accès à ce genre d'objets, donc l'aristocratie et la bourgeoisie, qui jouaient à des types de jeux qui, après, étaient copiés ou enviés par les classes plus populaires et qui, du coup, les récupéraient. D'accord ? Et enfin, le jeu évolue aussi sous l'influence d'une culture manufacturée. À partir du moment où le jeu de société est devenu le jeu d'édition, c'est-à-dire qu'on a commencé à en fabriquer des boîtes par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, à mettre des noms d'auteurs sur la boîte, à coller un thème sur les jeux, sortir un peu de l'abstraction, mais clairement, là, avec des illustrations, etc., etc. Là, dans ces cas-là, le contenu de ces jeux-là n'était pas du tout même décidé par le public, les joueurs. À l'inverse d'avant, où c'était les pratiques populaires qui faisaient évoluer les jeux. Là, non, les nouveaux jeux qui sortaient sur le marché, ils ne sont plus décidés par les joueurs, ils sont décidés par ceux qui les éditent. Qui sont souvent aussi, eux, font partie de l'aristocratie, la bourgeoisie, etc. Donc voilà, donc ça a été les 3 vecteurs principaux d'évolution des jeux de société. Mais la grosse spécificité, c'est que justement, ils ont évolué, mais sans auteur identifié. Donc à la différence des autres médias, que sont la littérature, le cinéma, etc., le jeu de société n'a pas été remis en question par lui-même, par ses créateurs, parce que les créateurs n'étaient pas identifiés, parce qu'il s'agissait d'une pratique populaire. Il n'a pas non plus été pris, entre guillemets, au sérieux, ou a été questionné, etc., par les instances culturelles, parce que pendant très longtemps, et c'est encore majoritairement le cas de manière administrative, le jeu de société n'est pas considéré comme un objet culturel, ou ne l'a pas été. Donc moi je pense qu'il est important de briser les codes, d'essayer de questionner le jeu de société, de briser les codes du jeu de société. Je pense que c'est important que les auteurs et autrices le fassent,
ok, pour essayer de faire évoluer notre média, mais pas seulement, aussi les joueurs et joueuses, ça dépend aussi des attentes qu'on peut avoir par rapport aux objets jeux qu'on a tous les jours, avec lesquels on joue. Qu'est-ce qu'on attend d'eux finalement? C'est important de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on pourrait aimer y trouver de différent, etc., etc. Donc pour moi, il faut questionner ce que sont les jeux de société aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait être autrement? Qu'est-ce que, par exemple, pour reprendre mon analogie sur laquelle je reviendrai, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le cinéma ou la littérature qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans les jeux de société, alors que finalement, c'est des supports qui produisent une fiction. Dans les films, les livres, on est spectateur. Dans les jeux de société, on est plus acteur. Mais finalement, il y a des contenus très similaires. C'est cousins souvent. Et on va voir un peu plus tard que le jeu de société, lui, s'est réduit de lui-même à un certain type de contenu. Donc voilà, donc pour moi, c'est important pour toutes ces raisons de vouloir briser les codes du jeu de société pour lui faire acquérir une forme de maturité culturelle. Parce que pendant très longtemps, il a été considéré, et on va y revenir, comme un objet de divertissement, et c'est encore le cas majoritairement, voire comme un objet pédagogique qui apporte des compétences, etc. Et je pense qu'il peut être tout autre chose. Je ne suis pas seul à le penser, je dis je, parce que là c'est moi qui fais la conférence, mais je ne suis pas seul à le penser. Voilà. Alors, la première question à se poser, c'est de quel code on parle, parce que briser les codes, c'est bien. Bon, on pourrait commencer par les représentations culturelles stéréotypées, les clichés. Okay, ça, c'est les codes du jeu de société, c'est les clichés du jeu de société. Quand vous parlez de jeu de société à n'importe qui, en France j'entends, la plupart des gens, je vais faire des grosses généralités, voilà à peu près ce qui pop dans la tête des gens. Okay, et moi, pas forcément le dernier, c'est le jeu de parcours avec des dés, le jeu de pions, le jeu compétitif, le jeu de questions, le jeu de cartes, le jeu de plis souvent, le Monopoly. Alors ça, ah oui, c'est comme le Monopoly. Je veux dire, en tant qu'auteur et autrice, on l'a souvent quand on... C'est comme Monopoly, mais en pas pareil. Bon, très bien. Et le jeu en tour par tour, qui est vraiment... voilà. Ça, c'est des éléments canoniques, je dirais, où moi, j'ai animé beaucoup d'ateliers de création de jeux de société avec des publics très différents, que ce soit des collégiens, des primaires, des post-bac, etc. Et très souvent, les inclinaisons naturelles que les gens ont à créer, quand on leur demande de créer un jeu de société, c'est ce genre de choses qui ressortent. Voilà, le jeu de parcours, on y met des questions ou des cartes événements, on jette des dés, voilà, et voilà. Enfin, ouais, c'est ce qui en ressort. Ces clichés du jeu traditionnel, finalement, voilà, qui datent pour beaucoup d'avant le jeu d'édition, à l'exception du Monopoly, en fait, ils ont déjà été remis en question. Ces codes-là, ils ont déjà été brisés. Ils ont été brisés par le jeu de société contemporain. Celui qui advient depuis les années 60-70, qui s'est développé pour devenir ce qu'on appelle depuis le début des années 2000 le jeu de société moderne, par les passionnés. On va en parler ici de jeu de société contemporain, c'est-à-dire le jeu que vous avez partout dans Rien en Jeu, là maintenant. C'est tous les jeux que vous pouvez trouver en boutique spécialisée. Tous ces jeux, ils ont déjà, tous, depuis 30, 40, 50 ans, tenté de remettre en question les clichés du jeu traditionnel. On a détourné du jeu de pion, on a détourné du jeu de parcours, on a donné de nouveaux usages à du matériel de jeu traditionnel, etc., etc. On a combiné différemment le matériel, etc. Il y a eu X déclinaisons de « on va faire un jeu de pli, mais en pas pareil ». Ah, je vais faire un mélange entre du jeu de pion et du deck building, ou je sais pas quoi. Bref. Donc, ces codes, en fait, ces clichés du jeu de société traditionnel, ils ont déjà été, pour la plupart, réinterprétés, cassés, brisés par le jeu de société contemporain. Donc pour moi, c'est pas utile de questionner ces codes-là parce que, voilà, tout simplement, ça a déjà été fait. Okay, on peut évidemment vouloir... Le jeu de société contemporain a créé lui-même ses propres genres, ses propres codes. Et c'est d'ailleurs là où on trouve parfois des vecteurs d'innovation. Cette année, il y a un jeu qui sort, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais en pas pareil. Parce que là, on fait ça à la phase 3. Okay, bon, en fait, ils ont amené leur propre code, mais ils innovent en cassant certains codes créés récemment. Je ne suis pas certain que c'est là où on puisse trouver une réelle innovation, à mon sens. C'est des innovations de game design, sans doute, etc. Mais c'est pas pour moi. Pour moi, si on veut vraiment casser les codes du jeu de société, il faut casser quelque chose qui a continué de perdurer dans le jeu de société contemporain. Il faut essayer de remettre en question des évidences qui sont encore présentes dans le jeu de société contemporain. Donc c'est difficile parce que, en fait, si c'est des évidences, c'est généralement qu'on n'en parle jamais, c'est quelque chose de tacite, d'implicite. Donc on va essayer de mettre au jour des trucs inexplorés. Alors, le premier truc qu'on va interroger, c'est les définitions. Alors, je ne veux pas m'attarder, il fallait que je le mette, en fait, ce sont les définitions, plusieurs définitions universitaires, on va dire. Roger Caillois était écrivain et sociologue, Wade Musinga était historien de mémoire, Gilles Brougère est responsable du département sciences du jeu à Sorbonne Paris Nord. Donc c'est des universitaires du XXe siècle ou du XXIe siècle qui ont tous donné leur propre définition de ce qu'est un jeu. Okay, c'est des contributions considérables. Des gens qui essaient de définir ce qu'est un jeu, c'est génial. Je veux dire, c'est leur métier de chercheur. Enfin, ça fait partie, c'est une partie de leur métier de chercheur. C'est très bien d'essayer de définir
les pratiques, voilà, pour leur donner du sens, pour essayer de... Voilà. On peut remarquer, même si on ne va pas s'attarder longtemps, parce qu'en fait, on a vite fait, quand on essaie de s'attarder sur ces définitions, de tomber dans des débats sémantiques qui peuvent être assez lourds. Et là, on va commencer, si par exemple on essaie d'en discuter nous maintenant, on se dirait oui, mais alors qu'est-ce que tu entends par libre, séparé, c'est quoi le second degré, etc. Et en fait, chacun d'entre eux a écrit un livre de 200-300 pages, ne serait-ce que pour définir ces termes. Donc on ne va pas reproduire ces réflexions ici, ce serait trop long et passablement ennuyeux, pardon. Mais du coup, je tenais à les mettre quand même parce qu'il y a des points communs qu'on peut retrouver qui, je pense, peuvent être intéressants à noter. Donc pour Roger Caillois, un jeu, c'est une activité libre, séparée du réel, incertaine, on n'a jamais la certitude de la résolution, de ce qui va se produire, improductive, c'est-à-dire qu'elle ne produit rien, pas de valeur dans le réel, etc. Elle ne sert à rien, elle n'a aucun impact sur le réel, entre guillemets. Et fictive, elle crée une fiction, elle repose sur une fiction partagée. Okay, voilà. Pour Johan Huizinga, on va retrouver les mêmes éléments. Donc c'est une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie. Okay, là, il fait apparaître la règle, c'est intéressant, mais complètement impérieuse. Okay, on la respecte, la règle. Pourvu d'une fin en soi, pour lui, il faut qu'il y ait un but à un jeu, d'accord. Accompagné d'un sentiment de tension et de joie, pourquoi pas. Est-ce que tous les jeux font appel à la tension et de la joie? Je ne sais pas, c'est là une vraie question à se poser. Et d'une conscience d'être autrement que dans la vie courante. Bon, c'est très vague, ça, je pense que ça rejoint un petit peu le côté fictif, second degré, on pourrait peut-être à la louche le croiser. Pour Gilles Brougère, donc lui, il pense que le jeu est une activité de second degré, qui n'est pas à prendre au premier degré. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais encore une fois, je ne vais pas résumer ici. La présence d'une décision dans le cadre de jeu, pour lui, il faut qu'il y ait du choix dans un jeu. Ok, pourquoi pas. Pour lui, il faut qu'un jeu ait une règle. Voilà, la règle, c'est une composante fondamentale du jeu, soit préalable, soit construite au fur et à mesure du jeu. Hein, quand on joue dans la cour de récré, et que les enfants sont en train de définir en même temps qu'ils jouent les règles du jeu, et on dirait que moi je sais ça, mais non, t'as pas le droit, c'est nul ta règle, etc. La règle se construit par les participants, on est d'accord. Bon, mais il y a une règle. La frivolité ou l'absence des conséquences de l'activité, là on retrouve le côté improductif de Caillois. Et enfin l'incertitude, on ne sait pas où le jeu va nous mener, on retrouve encore une fois l'activité incertaine. Donc voilà, ils se croisent un peu dans leur définition. Moi il me semble qu'il y a deux aspects, je ne veux pas toutes les remettre en question, mais il y a deux aspects que j'ai envie de questionner particulièrement. Il y a l'aspect libre et volontaire. Pour moi, on n'est pas toujours... pratiquer un jeu, entrer dans un jeu, c'est pas toujours une activité libre et volontaire. Il y a des jeux imposés par la pression sociale, même si celle-ci n'est pas super forte. Quand vous faites une soirée avec des amis, vous êtes venus pour passer cette soirée avec des amis, ils veulent jouer à un jeu. Bah, si vous dites non, vous rentrez chez vous. Bah non, vous allez jouer au jeu. Ok, c'est une pression sociale qui n'est pas très... Voilà. Mais elle est là et malgré tout, vous allez jouer au jeu. Je ne suis pas certain que l'entrée dans le jeu soit réellement volontaire. Vous me suivez ? Par l'école et par l'entreprise. Il y a des formes de jeux, des instituteurs qui transforment des exercices en jeux, qui essayent de ludifier leur enseignement, etc. Dans les entreprises, la gamification est une pratique qui se répand depuis bien 30 ans facile. Elle date de bien plus longtemps. Voilà, il y avait, quand Amazon met des tablettes pour mettre en compétition ses équipes dans les entrepôts, Lénine faisait pareil en Russie au début du XXe siècle. C'était comment il appelle ça, la compétition socialiste, je crois, quelque chose comme ça, ou l'émulation socialiste, enfin bref. Et donc il y avait des équipes dans les usines, ou deux équipes à l'autre bout, au-dessus d'une rivière, et la plus vite qui allait faire avancer le pont, elle gagnait les félicitations du parti, etc., etc., une belle médaille. Donc, la pratique du jeu, tous ces gens qui étaient obligés de faire un jeu, pour le coup, les ouvriers n'avaient pas le choix de participer au jeu, les employés d'Amazon n'ont pas le choix de participer au jeu, et voilà. Les élèves, ils n'ont pas le choix de ne pas faire l'exercice, de ne pas participer au jeu. Voilà. On pourrait évidemment poser la question de est-ce que ces pratiques, finalement, ça reste des jeux ? Et je crois que c'est le sujet de nombreux débats. Je vais revenir juste après. Un autre aspect que j'ai envie de parler, c'est de côté improductif frivole. Il est dit souvent que le jeu est une activité autotélique, c'est-à-dire qu'il n'a d'autre but qu'elle-même, qui ne produit rien dans le réel, c'est-à-dire on rentre dans un jeu, quand on ressort dans le jeu, normalement, on n'est pas plus riche, on n'a rien gagné de matériel. Ok, voilà, bon, très bien. Moi, il me semble que c'est oublié un peu vite qu'un jeu, c'est forcément, il se produit quand même de la valeur. Pas de la valeur financière, pas de la valeur monétaire. Il va créer quelque chose, il va créer des liens sociaux, il va favoriser le développement de compétences, même de manière pas forcément nécessaire. Merci beaucoup, madame. Ok, il y a certains jeux qui sont dits pédagogiques, qui se veulent pédagogiques, qui sont orientés, leur création est orientée dans le but de développer les compétences. Mais en fait, tous les jeux de société amènent à entretenir les compétences. Okay, quand on calcule le résultat des dés, voilà,
c'est souvent du jeu de réflexion. Voilà, on n'est pas dans le sport. Je veux dire, c'est pas une pratique physique, c'est une pratique cérébrale. Donc, ça développe des compétences de cet ordre-là. Bon. Pour moi, ça, c'est la production de quelque chose, en fait. Donc, on ne peut pas dire que le jeu est improductif et frivole parce qu'on en ressort changé, modifié, on a gagné quelque chose, il y a quelque chose qui a été produit, il y a quelque chose qui a été gagné ou perdu, etc. etc. Par exemple, dans un groupe d'amis, ça peut être une forme de statut social qui a été gagné ou perdu. Des fois, il y a des amitiés qui se font et qui se défont sur des jeux de société. Moi, il y a des gens à qui je ne parle plus. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'est pas anodin. On ne peut pas dire que forcément toute forme de jeu, pour être un jeu, doit être improductif. Voilà. Alors, le serious game, la gamification, sont-ils toujours des jeux, puisqu'ils ne répondent pas à ces critères? C'est une vraie question qui se pose. Moi, j'ai envie de partir du principe que le jeu, en fait, c'est une modalité d'action, comme l'art ou le sacré. Si, par exemple, on décide, je fais un geste, je mets une pierre sur un plateau de bois, ok, c'est un quadrillage, et là, on est plusieurs, je dis ça, l'action que je viens de faire, c'est sacré, ok? C'est un espèce de rituel. La personne avec qui je suis, si elle est d'accord avec moi pour dire que c'est sacré, s'il y a cette intention chez le récepteur, chez l'émetteur et le récepteur qu'on est en train d'accomplir un acte sacré, dans ces cas-là, c'est sacré. C'est pareil pour de l'art, en fait. L'art, si je dessine au ketchup un sourire et 2 yeux sur mon plat de pâtes, et que je montre à mes filles et que je leur dis c'est de l'art, et qu'elles sont d'accord, elles me disent oui, t'as raison, c'est de l'art. En fait, vu que chez le récepteur et l'émetteur, c'est acté que c'est de l'art, c'en est. Ok, c'est pas plus compliqué que ça. Et le jeu, c'est pareil. En fait, on peut dire, voilà ce qu'on est en train de faire, l'acte que je vais réaliser, c'est du domaine du jeu, c'est un jeu, on est en train de jouer. Si la personne ou les personnes qui sont avec moi sont ok avec ça, pour dire que c'est un jeu, dans ces cas-là, pour moi, oui, c'est un jeu. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est les pratiquants qui définissent la pratique, pas les universitaires. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est des bons jeux. Ça ne veut pas dire pour autant que ces jeux ne sont pas toxiques. Ok. Là, quand je reparle de l'exemple d'Amazon, pour moi, c'est pas la bonne façon de l'endroit où mettre le jeu, pas la bonne façon de le faire et pas la bonne raison de le faire. Ok, mais ça, on peut dire que ces jeux sont mauvais. On peut se dire que ces jeux n'ont pas lieu d'être. On n'a pas besoin de dire que c'est pas des jeux. En fait, pour moi, c'est se cacher derrière un dogme. En fait, c'est vouloir interdire à certaines pratiques d'être des jeux. Alors pour moi, c'est pas nécessaire pour les définir comme mauvaises ou se battre contre elles, quoi. Voilà. Et enfin, ce qui m'ennuie, c'est que dans le fait de réduire le jeu à une pratique autotélique, donc improductive, etc., au jeu pour le jeu, qui ne doit rien produire, si ça produit quelque chose, c'est plus du jeu. Si ce n'est plus sans importance, alors c'est plus du jeu. Pour moi, ça restreint le jeu, au sens large, et puis le jeu de société, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, ça le restreint au divertissement et à l'amusement. Vu que ça doit rester sans importance, forcément, ça va tendre vers des activités légères, dédiées donc au divertissement, à l'amusement, etc. Si on veut en faire autre chose, porter un propos, en faire un vecteur d'exploration émotionnelle, etc. Non, c'est pas du jeu, là, tu veux en faire quelque chose d'utile, c'est pas du jeu. Si, en fait, pour moi, c'est une procédure fictive, partagée, on agit au sein d'une fiction, ensemble, réglée par des règles. C'est une définition beaucoup plus neutre, on parle pas ni de plaisir, ni d'incertitude. On est ensemble dans une procédure régie par des règles, on a décidé que c'est un jeu. C'est un jeu. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est de cette façon que moi, j'ai envie de questionner les définitions universitaires dont j'ai parlé plus tôt. Les deuxièmes définitions qu'on peut questionner, c'est les définitions du dictionnaire. Oui, tout simplement. Donc le Robert, il dit « Le jeu est une activité physico-mentale dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure ». C'est la définition du Robert. Et enfin, le Larousse, lui, qui développe un petit peu plus, activité d'ordre physico-mental, non imposée, on retrouve le côté libre et volontaire des universitaires, ne visant à aucune fin utilitaire, on y retrouve le côté improductif, et à laquelle on s'adonne pour se divertir, en tirer un plaisir. Donc là, on voit quand même ce qui n'est pas anodin, c'est que pour les dictionnaires, la fonction principale du jeu, c'est de procurer de l'amusement, du plaisir, du divertissement. Ces 3 mots étant cousin, connexe, etc. D'accord ? Moi, je trouve que c'est pas anodin du tout, parce que c'est une fonction qu'on a collée au jeu, une fonction sociale. Sa fonction sociale, le jeu, c'est fait pour s'amuser. D'accord ? Alors qu'il me semble que si on essayait encore une fois de faire le parallèle avec d'autres médias, si on avait dit par exemple que la littérature, c'est fait pour s'amuser, il me semble qu'on serait passé à côté de plein de tragédies, des essais aussi. Si on a dit pareil du cinéma, si le cinéma, c'est seulement pour se divertir, s'amuser, etc., on n'aurait pas eu des films de Ken Loach, Le tombeau des Lucioles de Miyazaki, que je vous conseille de ne jamais regarder, tellement il est triste. D'accord ? On n'aurait pas accès à tout ça. Il ne nous viendrait pas à l'idée de dire, oui, le cinéma, c'est que pour le divertissement. Okay ?
L'image animée, voilà. Dans l'image animée, dans le cinéma, il y a autre chose. Il y a par exemple la pratique de vidéo, c'est la publicité. Les publicités, les vidéos de publicité. C'est un usage productif, utilitaire de la vidéo, du support média, du média vidéo. Voilà, donc on a plein d'usages pour ces médias-là, et nous on cantonne le jeu de société à un usage qui est celui du divertissement, et c'est une des choses que je voudrais essayer de remettre en question aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, oui, donc pour beaucoup, le jeu doit constituer une expérience de divertissement au sens d'amusement tout autant que de diversion ou d'évasion du réel. Okay, pour beaucoup, non, mais c'est un jeu, là, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête. Mais c'est ce qui vient de prime abord. Et en toute franchise, j'ai rien contre les jeux de divertissement. Il se peut qu'avant la fin de la conférence, je passe pour une espèce de snob, voilà, ça m'est complètement égal. Moi, j'adore les jeux de divertissement, je m'y amuse énormément, ça fait 15 ans que je crée et que je joue à des jeux de société. Les jeux de divertissement ont complètement leur raison d'être, et la fonction sociale de permettre aux gens de s'amuser, de s'évader, c'est génial. Moi, ce qui me pose souci actuellement, c'est que 90-95% des jeux sur le marché sont dédiés à ça. Et que si on regarde les proportions dans d'autres médias, on en est loin, en fait. Voilà. Je vais me répéter souvent cette phrase. Donc, oui, je pense que le jeu peut avoir d'autres fonctions de l'amusement. Il peut constituer un média d'exploration émotionnelle ou intellectuelle au sens large. Alors ça, c'est une formule un peu verbeuse, un peu abstraite. C'est-à-dire que par le biais de la pratique d'un jeu, on peut ressentir des émotions qu'en fait, on aurait du mal à trouver dans le réel, où le réel ne nous donne pas les occasions de les ressentir, etc. etc. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Alice is Missing, à du jeu de rôle par exemple, ou à certains jeux de société comme This War of Mine. Ce sont des jeux qui vous mettent devant des arbitrages moraux que vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'expérimenter dans le réel, et du coup ça vous met dans des postures qui vous poussent à réfléchir, en fait. Et ça, c'est intéressant aussi que le jeu de société arrive à faire ça, il me semble. Et pas seulement à s'évader, à se divertir. Alors on va essayer aussi de questionner les règles non écrites. Alors, ces 3 règles sont issues d'un article super intéressant que pour ceux que ça intéresse, je vous recommande de le consulter. C'est Unwritten Rules, un article de Stephen Sinderman. Il y a 3 règles que j'en ai sorties, parce qu'il y en a beaucoup plus dans l'article. La première, c'est il faut jouer le jeu. Alors jouer le jeu, c'est, vous le savez, mais on va le redire quand même, on va le verbaliser, c'est jouer. Alors, si on joue sans chercher à gagner dans un compétitif, ou si on joue individuellement dans un coopératif, c'est faire de l'anti-jeu. On est d'accord, okay ? Et ça fausse le jeu pour tous les participants. Ça, c'est un truc qui est basique, tacite, implicite dans toutes les formes de jeu. Moi, je pense que dès qu'il y a un truc, encore une fois, pour moi, on est là pour questionner des évidences, je pense que c'est une des évidences qu'on peut questionner. Alors, j'ai aucune idée d'où ça peut mener, je ne sais pas si ça a un quelconque intérêt, mais encore une fois, moi, enfin, je ne l'ai pas dit encore, mais pour moi, aujourd'hui, cette conférence, c'est poser plus de questions que d'essayer de donner des réponses. Okay, donc, je vais juste essayer de dire que peut-être ça, on devrait le questionner, parce que finalement, personne ne le fait actuellement. Donc, ce serait peut-être pas mal d'essayer. Si ça se trouve, ça n'ira nulle part, si ça se trouve, c'est pas bien de le faire. Mais je pense que c'est bien d'essayer. Ensuite, un jeu doit être juste. Tout le monde doit avoir les mêmes chances de gagner. Contre le jeu, c'est le joueur contre le jeu, la difficulté doit être adaptée, c'est la notion d'équilibrage, et les joueurs doivent également faire preuve de fair play. Donc ça c'est, ah oui, mais ton jeu il n'est pas équilibré, il n'est pas juste, etc. Tout le monde doit avoir les mêmes chances de gagner. C'est une forme de contrat social implicite dans le jeu, et c'est vraiment implicite, c'est tacite. C'est-à-dire que, voilà, si on commençait un jeu, on va en reparler après, mais si on commençait un jeu avec un joueur qui a beaucoup plus de chances de gagner que les autres, tout le monde, il n'y a personne qui voudrait y jouer, c'est quand même assez étrange. Si dans un film ou un livre, il y a un adversaire ou un héros qui est dans la puissance, on sait qui va gagner, ou c'est très difficile, il y a une disproportion, une asymétrie telle dans les rapports de force que finalement, voilà, ben non, dans le jeu de société, ça ne peut pas se produire. Okay, et enfin, il faut respecter la règle. Alors oui, ça c'est le gros truc du jeu de société. Pour moi, un des fondements de ma définition du jeu à moi, c'est effectivement le fait que ça possède une règle. Et pour moi, il faut respecter c'est induit par tous qu'on respecte la règle. Il ne faut pas tricher. Voilà. Bon. C'est une évidence. Ben, je pense que ça fait partie aussi des évidences qu'on peut remettre en question. Un des jeux par exemple, qui a eu une relation assez ambivalente avec la règle, par un espèce de petit truc comme ça, c'est Risk Legacy, un jeu de Rob Daviau et Chris Dupuis de 2011. Désolé si je spoil ceux qui peut-être y jouent un jour, tant pis pour vous, mais en fait vous voyez, donc c'est un jeu legacy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est évolutif, qui va évoluer irrémédiablement au fur et à mesure du jeu. C'est quand même une partie de risque, mais quand un territoire par exemple se fait anéantir par une bombe nucléaire, on déchire la carte du jeu et on colle un sticker sur le plateau pour montrer que plus jamais on ne pourra le conquérir. Le jeu est modifié irrémédiablement. On a une copie quasi unique de notre jeu, puisque voilà, quelqu'un d'autre qui joue avec sa boîte de Risk Legacy dans sa maison n'aura pas nucléarisé le même territoire. Bon. Dans ce jeu, donc, on ouvre des enveloppes qui amènent du nouveau contenu, etc. Et il y a une enveloppe qui est cachée en dessous du thermofromage, où il y a écrit « Do not open ever ». Ne m'ouvrez pas, jamais. N'ouvrez jamais. Et la règle n'indique jamais d'ouvrir cette enveloppe. Hein. Jamais.
Et donc il y a marqué ça sur l'enveloppe. Je sais pas, vous en tant que joueur et joueuse, je sais pas quel serait votre réflexe, mais moi j'ai forcément envie de l'ouvrir. D'accord ? Pourtant la règle tout dit, la règle n'indique jamais de l'ouvrir. Il est bien écrit, donc c'est la règle, hein, le jeu vous dit, ne l'ouvrez pas, jamais. Moi je trouve ça intéressant qu'il pousse le joueur à questionner justement ce que le jeu vous pousse, vous force à faire, par le biais de cette enveloppe. Et en toute franchise, je sais pas, je connais pas le contenu de l'enveloppe. Désolé pour le suspense, mais je peux pas vous dire. Le deuxième jeu qui introduit des relations intéressantes dans le rapport à la règle, c'est Train. Alors certains d'entre vous le connaissent peut-être parce que c'est un exemple dont on parle souvent dans le jeu de société. C'est un jeu qui a été créé par Brenda Romero en 2009. En fait, c'est un jeu qui existe en un seul exemplaire, qui se présentait comme ça sur une vitre brisée. Il y avait 3 rails de modélisme ferroviaire comme ça, et donc des wagons de marchandises dans lesquels on devait charger des petits pions, d'accord ? Le but du jeu, c'est on lance des dés qui nous permettent de charger plus de voyageurs dans les wagons et ensuite de faire avancer les wagons. Puis quand ils arrivent à la fin, on va décharger les voyageurs. D'accord ? Ça, c'est ce qui se passe les 10-15 premières minutes du jeu. On essaye d'en mettre plus que son voisin dans les wagons. Puis on fait avancer ces wagons. On est content parce qu'on va y arriver avant l'autre. Puis on en a mis plus, on va gagner plus de points, etc., etc. Quand le wagon arrive en fin de ligne, il y a des cartes destination qu'on va retourner. Et quand on regarde les destinations, la première ou une des premières qu'on voit, c'est Auschwitz. Et là, tout de suite, on comprend que ce qu'on a mis dans les wagons, les petits pions jaunes, là, c'était pas des voyageurs anodins. Vous me suivez ? Voilà. Il n'existe qu'un seul exemplaire de ce jeu parce que l'autrice, elle voulait assister à toutes les parties du jeu, en fait. Parce que justement, elle savait qu'en utilisant ce tabou mémoriel hyper fort, ce sujet hyper grave, il fallait derrière qu'elle récupère les joueurs et joueuses et qu'elle voit aussi avec eux qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Ok ? C'est un peu comme une expérience de 1000 grammes, d'une certaine manière, où elle voulait elle-même être là pour voir ce que les joueurs allaient vivre et ressentir. Et évidemment, si besoin, recadrer un petit peu, si vraiment il y en avait que ça touchait de manière trop forte, etc., etc. Il se trouve que de toutes les parties qui ont été jouées, donc il n'y a qu'un seul exemplaire du jeu qui existe, il a été joué en musée, etc., dans les galeries d'art, tous les joueurs, au moment où ils découvrent les destinations, ils n'ont jamais quitté la table de jeu. Ils ont toujours cherché des solutions à l'intérieur du cadre de la règle pour pouvoir changer la destinée de ces petits pions jaunes et finalement aller contre les objectifs que leur donnait le jeu. Okay ? Ils ont dit non, là du coup j'arrête de vouloir respecter la règle, je ne vais pas suivre les objectifs que le jeu me propose, je vais essayer de faire autrement. D'accord ? Ce qui était intéressant dans la démarche de Brenda Romero, c'est que en fait, la règle du jeu arrive dans une machine à écrire qui n'est pas présente sur l'illustration, elle est encore dedans. Et donc en fait, implicitement, c'est pas dit, mais ça propose aux joueurs le fait de pouvoir ajouter des règles s'ils le souhaitent. De la même manière, elle avait rédigé les règles de Train avec suffisamment d'ambiguïté pour qu'autour de la table, les joueurs, en faisant ce qu'on appelle du house ruling, c'est-à-dire interpréter les règles un peu comme on veut, parce que finalement, on peut le faire. Là, la phrase que je lis là, elle peut être interprétée autrement, donc on pourrait faire autre chose avec les pions ou avec les dés. Elle avait fait en sorte que, oui, les règles de jeu puissent être interprétées autrement ou qu'on puisse en rajouter par le biais de la machine à écrire. Ça s'est très peu produit. Voilà. Tout ça pour dire que le respect de la règle est quelque chose qui est rarement questionné par les joueurs et qui est rarement utilisé par les auteurs comme un procédé pour susciter des réactions émotionnelles, porter les propos, etc. etc. Évidemment, alors, comme la fin du jeu n'était pas définie de manière très explicite, il y avait des gens qui arrêtaient de jouer, qui disaient non, mais c'est bon, en fait, j'arrête. Ils quittaient la table au bout d'un moment, voilà. Mais pas dès la révélation du twist des destinations, en fait. Ils cherchaient toujours une solution dans le cadre de la règle. À tel point, c'était important. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de questionner la règle ? Parce que la règle, c'est quelque chose qui nous influence au même titre que les représentations graphiques ou textuelles qu'on peut trouver dans les jeux. Ces deux supports, le texte et l'image, on sait très bien maintenant de quelle manière est-ce que ça peut influer sur notre subconscient, nos comportements. Le marketing a très bien compris comment est-ce que certaines images, certaines couleurs, certains termes, certaines mises en forme peuvent induire des comportements spécifiques, etc. etc. Qu'en est-il de la règle ? Quand on nous force à jouer à un jeu, la règle, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui nous influence au même titre que le texte et l'écrit ? En 2007, il y a un universitaire et game designer qui s'appelle Jan Bogost qui a écrit ce livre qui s'appelle Persuasive Games, qui a lancé le terme de rhétorique procédurale, a développé la notion de rhétorique procédurale. La rhétorique procédurale, c'est, selon lui, la façon dont un jeu, par les actions qu'il nous propose, par les objectifs qu'il nous donne, par les stratégies optimales qu'on est censé adopter dans le jeu, ça va modifier nos comportements et ça va induire une vision du monde qui n'est pas neutre.
Okay, il prend par exemple dans son bouquin l'exemple de Animal Crossing. C'est un jeu vidéo, mais le principe s'applique à beaucoup de jeux de société. Dans Animal Crossing, c'est un jeu où on est censé rembourser une dette. On a une maison, mais on l'a achetée à crédit, donc on va essayer de faire des petites activités pour rembourser notre dette. Et ensuite, on va pouvoir développer sa petite maison, on est un petit animal mignon, en ajoutant les plus grandes pièces. Mais une fois qu'on a une pièce vide, en fait, le jeu, il propose de mettre des tas de choses dedans, des meubles, etc. Et donc en fait, c'est l'histoire du petit pain et du petit bout de fromage, c'est-à-dire que j'ai trop de meubles, j'ai acheté trop de meubles, donc je vais devoir me créer une nouvelle pièce. Mais une fois que j'ai une nouvelle pièce, j'ai des espaces vides, il faut que j'achète des meubles. Et donc j'ai plus assez d'espace, je crée une nouvelle pièce. C'est un modèle, c'est un modèle complètement consumériste en fait. C'est très simple, c'est assez évident il me semble, basé initialement sur la dette dans le jeu, et ensuite qui pousse à acheter pour remplir. C'est la question d'avoir des attentes et ensuite de les remplir par les objets, etc., etc., etc. Donc, la rhétorique procédurale, on peut essayer de faire ce travail d'interprétation sur plein de jeux. Beaucoup plus facilement sur des jeux de simulation que sur des jeux très abstraits. Voilà, si on essaye de faire un travail d'interprétation de rhétorique procédurale sur le Uno, ça va être beaucoup plus difficile, par exemple. Des chiffres et des couleurs, un jeu aussi simple, ça va être beaucoup plus compliqué. Dès qu'on parle de jeux de simulation, il n'est pas anodin que, par exemple, dans beaucoup de jeux de gestion et développement, les ressources soient infinies. Voilà, tous les jeux où on ramasse de l'or, de la pierre, du bois, etc., les ressources sont la plupart du temps infinies. On peut en avoir autant qu'on veut. Voilà, dans notre modèle extractiviste, moi je pense que ça pose des questions. Ça induit une vision du monde, ça en fait. C'est pas anodin. Voilà, c'est pas neutre. Ce qui s'est passé un petit peu après en 2009, c'est que Miguel Sicart, un autre universitaire chercheur, a lui interrogé la question de la rhétorique procédurale. Il a dit oui, bon d'accord. C'est bien le fait que les jeux nous influencent, les jeux nous jouent, autant que nous on joue le jeu, d'accord. Les jeux nous font apparaître en nous des comportements qu'on juge plus positifs, qui sont valorisés. Lui il dit non, mais le joueur a quand même son esprit critique. Quand on joue à un jeu, on ne va pas absorber tout ce qu'il nous donne comme ça. On a notre système de valeurs. Moi, si je joue à un jeu, comme les personnes qui ont joué à Train, elles n'étaient pas OK avec le fait de faire débarquer des pions jaunes quand elles ont su que c'était Auschwitz. Le joueur, c'est pas un mouton, c'est pas un zombie, donc il est normalement capable de faire preuve d'une forme d'esprit critique. Selon lui, il appelle ça l'herméneutique ludique. L'herméneutique, c'est un travail d'interprétation des textes. Là, on pourrait l'appliquer au jeu, et donc là, par rapport à la rhétorique procédurale, aux règles de jeu. Et en fait, dans le cercle de l'herméneutique ludique, il dit oui, il y a le jeu qui envoie du sens, qui est dans une certaine forme, qui pousse à certaines valeurs, etc. Je parlais de productivisme, d'extractivisme, l'utilisation de l'argent dans le jeu, la prédominance du score. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les mécaniques et les variables utilisées dans les jeux de société contemporains. Ensuite, le joueur, il prend ça. Le premier truc qu'il fait, c'est d'abord, il a un premier filtre de premier degré. Il va prendre ce que le jeu lui donne, comme ça, je dois gagner, je dois faire ci, je dois faire ça. Ensuite, il y a un deuxième filtre par lequel va passer le sens que lui envoie le jeu, c'est comment sa communauté perçoit ce qu'on est en train de lui demander de faire. Sa communauté, c'est son groupe social, c'est très vaste. Ça peut être, si vous êtes joueur passionné, c'est comment est-ce que mon groupe social de joueurs passionnés perçoit le jeu que je suis en train de pratiquer. Moi, ça va influencer ma façon de le voir et surtout d'absorber le sens qu'il est en train de me donner. Si tout le monde m'a dit que c'était un super jeu, je résume un peu caricaturalement, je ne vais pas être tenté de le questionner de manière critique, en fait. Et enfin, le dernier filtre, c'est celui de nos valeurs morales, esthétiques, éthiques, au sens large, en tant qu'individu dans la société, nos valeurs individuelles. On ne se réfère pas à celles de notre groupe, on se réfère à nos valeurs individuelles. Et donc ces trois fils, ça fait trois fils par lesquels passe la rhétorique procédurale issue du jeu. Donc c'est pas anodin en fait. Mais le truc, c'est que ces trois filtres, Sicart, lui, ne nie pas la rhétorique procédurale. Il n'a jamais dit que les jeux... En fait, non, la rhétorique procédurale, c'était rien, on s'en fiche, ce n'est qu'un jeu, ce qu'on nous demande de faire, les actions qu'on nous propose, c'est qu'un jeu. Non, il a dit oui, la rhétorique procédurale existe, mais il ne faut pas nier, en fait, le fait que le joueur a son esprit critique. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il faut, si on écoute ces universitaires, ces chercheurs qui ont étudié le sujet, et je pense que leur interprétation est pertinente, il faut avoir un regard critique, une posture critique par rapport aux jeux auxquels on joue, par rapport à ce que les jeux nous demandent de faire, par rapport à ce qui est valorisé dans les jeux, comme objectif, comme moyen d'action, etc., etc. Voilà, moi ça me paraît important, et en fait, pour ceux et celles que ça intéresse, ces deux livres en parlent de manière abondante, donc je vous invite à aller les voir après, par ailleurs. Alors, on va changer complètement de sujet, on va plus parler de règles, on va parler de matériel. S'il y a des codes du jeu de société qu'on peut interroger, oui, c'est le matériel. Les conventions de fonctionnalité du matériel. Les dés, c'est fait pour être lancé, d'accord ?
comme un marqueur chiffré, le générateur de hasard, parfois comme un marqueur. Voilà. Le plateau, c'est une surface qui accueille des variables mobiles. Les cartes, c'est censé être tenu en main. D'accord, voilà. On pourrait imaginer un jeu où on jette un plateau en l'air pour générer du hasard. C'est rigolo, ce serait sans doute absurde, mais c'est pas grave, on pourrait l'imaginer. Ou comme quand on gagne quelque chose, on gagne des dés, mais ces dés, leur valeur, on s'en fiche, puis on les lance jamais. Vous allez me dire pourquoi? Moi, je vais me dire pourquoi pas. En fait, voilà. On pourrait imaginer comme ça de complètement détourner la façon dont on utilise le matériel. Ça a déjà été fait pour certaines. Normalement, les cartes sont faites pour être tenues en main, jouées. Dans certains jeux, les cartes sont utilisées comme des pions. Elles se déplacent sur des grilles, etc. C'est déjà des codes qu'on interroge. Ensuite, il y a les conventions d'ergonomie. Alors, le jeu doit pouvoir être lu par tous de manière optimale afin d'être pratiqué de manière satisfaisante. C'est pas pour rien que sur un jeu d'échecs, il y a un joueur qui joue les blancs, l'autre les noirs, le damier est noir et blanc. Tout ça, c'est pour renforcer la lisibilité et la pratique du jeu. Plus on arrive à lire le jeu, plus sa pratique va être confortable. Okay, ces conventions d'ergonomie, c'est aussi quelque chose qu'on peut remettre en question. En fait, ça a été fait, entre autres, par Yoko Ono, qui était une artiste surréaliste du mouvement Fluxus, donc, qui a, dans les années 60, mais qui a continué d'exposer en 86. Ce qu'on voit là, c'est une installation donc, qui a été nommée en 66 The White Chess Set, et donc en 86 qui a été renommée Play It by Trust. En fait, c'est donc comme vous le voyez, un échiquier dont toutes les pièces sont blanches, dont toutes les cases sont blanches. Essayez de vous projeter dans la pratique du jeu. Quand vous commencez à vous asseoir, au bout de quelques tours, à moins d'avoir une mémoire phénoménale, dans ces cas-là, vous perdez de vue quelles sont vos pièces. Ok, vous ne savez plus. On est obligé de faire confiance à l'autre. Mais c'est à moi ça? Oui, bien sûr. Ouais, ok. Tant qu'on arrive à s'en souvenir. Et même, j'irai au-delà, c'est-à-dire que si toutes les pièces sont de la même couleur comme ça, blanche dans le cas présent, couleur de la paix, pour Yoko Ono, dans le cas présent, ça veut dire que, mais pourquoi est-ce qu'il y a conflit si on est tous pareils et si même dans le jeu, en fait, on se croise sans plus savoir, voilà. En fait, si elle a fait cette installation en 66, c'était évidemment en contestation contre la guerre du Vietnam aux États-Unis, c'était son propos, et elle a utilisé le jeu pour ce faire. Et pour ça, donc, elle a brisé les conventions d'ergonomie, elle a rendu le jeu plus lisible, où elle a largement amputé sa lisibilité pour porter un propos. Et je dois avouer que c'est assez efficace, c'est assez ingénieux. Alors, on va essayer d'interroger maintenant les pratiques de game design, c'est-à-dire qu'est-ce que nous autres auteurs et autrices de jeux on fait bien, on pense bien faire. Comment est-ce qu'on pense, nous, auteurs et autrices de jeux, qu'il est bon de faire un jeu, okay? Il se trouve qu'en 2010, il y a Michael Sicart encore et un autre game designer qui s'appelle Douglas Wilson qui ont écrit un article qui s'appelle « Maintenant c'est personnel, le game design abusif ». Okay, leur intention, c'était de dire on va essayer de toucher personnellement le joueur à travers un jeu, afin que plutôt qu'il soit concentré sur le fait d'optimiser et comprendre le système de jeu, qu'il essaye de comprendre l'intention de l'auteur derrière ce système. Et pour eux en tout cas, pour faire ça, il fallait arriver à le toucher personnellement le joueur, à le remettre en question, à le provoquer. D'accord ? Pour ce faire, ils ont imaginé un certain nombre de moyens. Donc pour eux, ils parlent par exemple, un des moyens ce serait l'abus physique, d'accord, ou l'abus social. Alors moi, là, je pense que c'est un papier qui est à titre expérimental, hein. C'est une posture esthétique. C'est pas quelque chose que je favorise ou que je conseille non du tout. L'abus social ou l'abus physique, pour moi, ça n'a pas sa place dans les jeux. Mais il se trouve que pour eux, c'était un des moyens de rendre personnel le jeu. Donc j'ai quelques exemples malgré tout. Lightning Reaction, qui est ce jeu que certains connaissent peut-être, où on est tous sur une manette en métal, puis le dernier appuyé quand la musique s'arrête, il se prend une petite décharge électrique, comme ça au passage. Voilà. Ça, c'est de l'abus physique, clairement. Hein. Mais comme au Pouilleux Massacreur, il y a un jeu vidéo, pour le coup, j'ai essayé de trouver plutôt des exemples de jeux de société, mais parfois certains jeux vidéo, mais le principe s'applique quand même. Desert Bus, c'était un jeu où on était censé conduire un bus dans un espèce de désert en Amérique. Sauf que, en fait, c'était quasiment en temps réel, c'est-à-dire que pour faire aller le bus d'une ville à une autre, ça prenait 8 heures. La route était toute droite parce que c'est dans le désert, mais le bus, il marche pas très bien, un peu vieux, du coup, il dévie légèrement vers la droite. Donc le truc, c'est qu'on est tout le temps avec la manette pendant 8 heures à suivre une route toute droite, mais on est perpétuellement en train de recadrer la direction du bus. En fait, on peut le classer dans l'abus physique parce que là, clairement, on aliène le joueur. On est d'accord ? Le joueur, s'il veut respecter le but du jeu, s'il veut marquer des points, il est obligé de rester 8 heures devant son écran à remettre le bus droit, quoi. Mais c'est horrible, vous vous rendez compte ? Là, on parle même plus de plaisir, de satisfaction, etc. Donc on n'est pas du tout là-dedans. L'abus social, c'est déranger ou rompre les relations sociales entre les joueurs, provoquer du malaise, de la confusion, provoquer une confusion entre le personnage et le joueur. Ça, c'est toucher personnellement les gens. Action ou vérité est pour moi une forme d'abus social, de jeu qui peut mener à l'abus social en tout cas.
On pourrait parler de Fat Man Down. Fat Man Down, c'est une forme de jeu c'est un jeu de rôle scandinave qui, en fait, essaie de provoquer le bleed, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, dans le jeu de rôle, on joue un personnage, d'accord, mais il arrive parfois qu'à travers le personnage, moi le joueur, moi l'individu, je sois touché et je ressente des émotions. Okay, et c'est ce que ce type de jeu de rôle cherche à produire. Fat Man Down, c'est un jeu où il y a des participants. Le plus gros ou la plus grosse des participants est choisi et sera le Fat Man. D'accord ? Tous les joueurs, les autres joueurs, vont passer autour du Fat Man et ils vont l'invectiver, et le bully, comme on dit en anglais, le harceler, vraiment lui envoyer des vannes. Enfin, ils sont pas gentils, quoi. C'est pas un jeu gentil. Voilà. Et puis lui, il est au centre et il prend ça. Il se trouve que dans le jeu, le Fat Man est le complice du maître de jeu. Le maître de jeu veut protéger cette personne. Dans le Fat Man Down, le principe, c'est de, au contraire, mettre les autres joueurs devant le fait d'être en position de harceleur et de leur montrer ce que ça fait. Et du coup, les joueurs se sentent pas bien. Alors, je suis d'accord que c'est très bizarre comme pratique. Personne pourrait vouloir faire ça sur son temps libre, pour se détendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment une expérience limite sociale, théâtrale. C'est du jeu de rôle très expérimental, très particulier. Malgré tout, je pense qu'on doit ressentir des émotions extrêmement fortes. Okay, et pour le coup, le malaise social ressenti lors du jeu, oui, ça doit amener à des réflexions quand même. Le sujet social n'est pas anodin là-dedans. Enfin, oui, dans Train, il y a une forme d'abus social. Hein, le malaise qui est créé au moment où les destinations sont révélées. Là, clairement, pour moi, c'est une forme d'abus social. Le joueur n'était pas prévenu. Une autre façon de toucher personnellement le joueur, ce serait lui mentir. Lui mentir sur les enjeux. Tu pensais que le but du jeu c'était ça, mais en fait le jeu il te trahit au milieu et en fait c'était pas ça. Voilà. Sur les moyens d'action, ok, on dit que tout le monde a les mêmes chances de gagner, mais en fait au fur et à mesure de la partie on s'aperçoit que le jeu n'était pas fait pour ça. Ou sur la possibilité même de gagner. Pour ça je vais prendre un exemple un projet de mes étudiants, parce que je suis prof de game design par ailleurs. Il y a quelques années j'ai eu des étudiants qui m'ont réalisé un projet que j'ai trouvé exemplaire là-dessus. Ils ont créé un projet qui s'appelait Week at Work. C'était un petit jeu de cartes coopératif ou qui se joue solo, où on joue un étudiant qui prend un boulot alimentaire pour garder son appartement. Voilà. Et en fait, il a un certain nombre de paquets de cartes qui correspondent à certaines jauges, certains domaines de sa vie. Il a des jauges à respecter. Il a une jauge de santé mentale pour pas devenir fou. Il a une jauge financière pour garder son appartement et avoir à manger. Et il a une jauge de vie sociale pour voir ses amis, sa famille, etc. Et à la manière du jeu Reigns, si certains connaissent, c'est une application, un petit jeu, le joueur, quand il pioche une carte, se trouve confronté à un choix narratif. Il se passe ça dans ta vie. Tu as le choix d'aller à droite ou à gauche, de dire oui ou non. Tu as le choix entre deux choix. Et le choix que tu vas choisir va impacter des jauges. Et c'est au joueur de déduire de la narration qu'est-ce que ça va impacter comme jauge. Ton boss te demande de finir tard, oui, tu ne pourras pas voir ta famille ce soir. Bon, voilà. Et donc, si une jauge tombe à 0, dans ces cas-là, on a perdu. On est sorti. Voilà. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ces étudiants, dont j'ai les noms, mais ils sont dans ma poche, mais j'ai une grosse pensée pour eux. En fait, ils ont créé le jeu, ils l'ont équilibré de façon à ce que le joueur ne puisse pas gagner. Il est impossible de gagner à ce jeu. Mais bien sûr, on ne leur dit pas au début. C'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'ils vont réussir, qu'il est possible de s'en sortir, oui, de garder ta vie professionnelle, ta vie personnelle, à l'équilibre, et au final de sortir, reprendre tes études, etc. C'était absolument impossible dans le jeu. Leur but, c'était de porter un propos sur l'aliénation au travail. De dire que, en fait, si tu suis ta jauge de travail, de finance, etc., tu vas continuer de bosser, tu vas perdre ta vie sociale, tu vas perdre ta santé mentale. Si tu souhaites préserver ces aspects, dans ces cas-là, tu n'auras plus de quoi te payer ton appart. Et donc, c'était le principe fort du jeu. Et je veux dire, au fur et à mesure du jeu, quand on joue, on s'aperçoit, mais merde, on se dit, mais ça va pas être possible. On va pas y arriver. Et rien que ce cheminement-là, qui est amené par les mécaniques du jeu, etc., est extrêmement fort. Et dans ce jeu, on ne peut pas gagner. C'est jamais dit au joueur. Donc, on lui ment, etc., etc. Moi, je trouve que c'est un très bon exemple de mentir au joueur pour le toucher personnellement et donc le pousser vers des réflexions particulières. Dans une tragédie, dans d'autres médias, dans la littérature, le cinéma, on croit tous que les héros peuvent peut-être s'en sortir. Mais à la fin, ils perdent. Et c'était écrit par les réalisateurs comme ça. Okay, dans ce jeu, c'est finalement ce qu'ils ont fait. Ils ont scripté le fait que le héros de l'histoire, le joueur, il allait perdre. C'est un jeu tragique, en fait, Week at Work. Mais c'est beau, parce que ça n'existe pas, ça. Normalement, dans tous les jeux, on est censé pouvoir gagner. C'est, encore une fois, pour moi, une évidence qui est implicite et qui n'est pas remise en question. Mais moi, je pense peut-être on doit la remettre en question pour porter des propos et provoquer des émotions particulières.
Oui, comme je dis en bas, donc l'abusive game design, c'est vraiment une posture esthétique. Elle est non fonctionnelle, dans le sens où parfois ça amène à des jeux où on n'y joue qu'une fois pour le principe de voir ce que ça peut nous amener. C'est peut-être pas des expériences qu'on est amené à répéter, etc. Voilà, ça peut provoquer parfois des jeux qui sont pas fonctionnels, mais c'est pas grave, c'est vraiment une posture esthétique. Voilà, donc c'est des jeux qui veulent rétablir un dialogue entre le joueur et l'auteur, plutôt qu'entre le joueur et le jeu. En fait, Sicart et Wilson, ils considèrent que si un jeu, c'est un dialogue entre son auteur et le ou les joueurs qui le jouent, dans ces cas-là, il n'y a que le joueur qui s'y exprime. C'est un monologue du joueur. Okay ? En fait, nous, quand on, auteurs et autrices de jeux de société, les bonnes pratiques de game design, c'est de tout faire, de rendre confortable pour le joueur ou la joueuse. Tout doit être satisfaisant, tout doit aller dans la lisibilité, etc., etc. Mais moi, ce que j'ai envie de dire en tant qu'auteur et autrice, finalement, c'est pas mis dans le jeu. Okay ? Moi, je m'y exprime beaucoup moins que ne va s'y exprimer le joueur. Et il est admis que c'est comme ça qu'il faut faire, et qu'il est bon de faire comme ça. Au passage, l'expression de l'auteur, puisque c'est de ça que j'ai envie de parler, elle passe à la trappe. Alors que dans d'autres médias, l'expression de l'auteur, c'est quand même une variable fondamentale. Si on parle de la peinture, de la littérature, le fait qu'on essaie de comprendre ce qu'un auteur veut dire à travers un jeu, un film, une peinture ou un livre, c'est évident, en fait. On a ce travail de critique, d'essayer de voir le message derrière le film ou le livre. Derrière un jeu, jamais. Mais en premier lieu, parce que les auteurs et autrices n'essayent pas de porter les propos à travers leur jeu. Parce qu'on essaye la plupart du temps d'en faire des objets de divertissement, d'amusement, confortables pour les joueurs. Okay ? Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut questionner. C'est la place de l'auteur dans le design d'un jeu et dans l'expérience d'un jeu. Voilà. Et c'est ce qu'ont essayé de faire Sicart et Wilson. Donc ça va être un peu redondant avec ce que je viens de dire. Effectivement, quand on regarde les bonnes pratiques de game design contemporain, moi je suis dans un collectif d'auteurs depuis 15 ans maintenant, enfin 12 ans, on s'est formé des bonnes pratiques en disant ça c'est bien comme ça qu'on fait des jeux, d'accord ? On fait des jeux, ils doivent être accessibles envers le public cible. On fait un jeu pour enfants, ça doit être accessible pour les enfants. La difficulté doit être juste suffisante. Ah non, mais là c'est trop dur ou c'est trop facile pour tel public. Non, non, ça doit être suffisant. Il doit pouvoir la surmonter, la difficulté. C'est fait pour être surmonté, ok ? Avec satisfaction, puisque c'est ça qu'on cherche. Il y a toujours une attention particulière portée sur la jouabilité et la rejouabilité. Dans les bonnes pratiques de game design, c'est évident. Bah oui, un jeu doit être jouable, correctement, fonctionnel, et rejouable. Ça, c'est encore autre chose. Même si la rejouabilité a été beaucoup remise en question par les jeux Legacy, les jeux one-shot à scénario, etc. Enfin, il y a un équilibrage du jeu qui est attendu de la plupart des jeux, qui est destiné à rendre, encore une fois, le jeu juste et équitable. La notion d'équilibrage, elle est fondamentale en game design. On pourrait se poser la question de dire qu'en fait, on n'est peut-être pas obligé. Et que si on n'équilibre pas ou mal un jeu, c'est peut-être à dessein pour produire quelque chose. Et enfin, et ce qui est un peu pour moi la conclusion de tout ça, c'est qu'au final, le but, c'est de produire une expérience positive et gratifiante pour le joueur. Okay ? Ça revient un peu à ce que j'ai dit juste avant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On pourrait essayer de remettre ces évidences en question. On pourrait, par exemple, briser la jouabilité d'un jeu. On pourrait essayer de noyer le joueur sous des actions de maintenance. Faire un jeu où on lui demande de faire plein de choses. Piocher une carte, retourner l'autre carte, ensuite faire l'addition de ça, ça, ça. Puis ensuite tu fais ça, si tu as une paire, tu remets dans la défausse, tu remélanges la défausse, tu remets sur la pioche, et ensuite tu refais pareil, 3 fois dans ton tour, puis après tu tires dans une autre pioche, puis tu ajoutes ça au milieu, tu mélanges, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est noyer le joueur sur les actions de maintenance. On pourrait très bien vouloir produire un jeu qui brise la jouabilité à dessein. Là, j'ai pas choisi l'illustration de Charlie Chaplin au hasard, justement pour essayer de produire des sensations très particulières, d'actions répétitives, où le joueur est aliéné par quelque chose, par le système lui-même, par la règle en fait. Et ça, pour moi, ce serait intéressant d'essayer de la produire. Ça peut être intéressant. L'autre chose qu'on peut essayer de briser, c'est l'équilibre de la difficulté. Produire un jeu qui est absurdement difficile, c'est faire ressentir aux joueurs des sensations très particulières. C'est la sensation d'une situation désespérée. Comme je disais tout à l'heure, on va pas y arriver. C'est trop dur. C'est foutu, quoi. On va pas y arriver. C'est trop dur. Ça, c'est une émotion qui, je trouve, que c'est intéressant de ressentir en jeu. Le fait d'être mis devant ce mur là où on est là, mais on va jamais y arriver, c'est foutu. C'est une émotion très forte qui peut être ressentie. Si on se contente de proposer aux joueurs toujours une difficulté qui est satisfaisante, ah c'était un peu dur, mais j'ai gagné, je suis content. Non, on n'obtient pas cette émotion-là. Pareil à l'inverse, produire un jeu trop facile. Ok, ça donne des actions triviales en fait. Enfin, les actions deviennent triviales. Je fais le jeu, ouais, super. Je fais ce choix-là. Je sais très bien que c'est ça qu'il faut faire. Je le fais. Je refais un autre choix. C'est trop facile pour moi. Tout le sens des actions que le jeu nous demande d'effectuer, en fait, il disparaît. On n'a plus de sens parce qu'on n'y a plus d'intérêt. On n'est plus impliqué dans le jeu. Donc, produire un jeu trop facile aussi, oui, ça pourrait proposer d'autres émotions de nature différente. Un peu une expression de vanité dans le sens de vain. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose qui n'a pas de sens. Briser l'équilibre entre les joueurs. On disait tout à l'heure que c'est une forme de contrat social et que
en fait, tous les joueurs doivent avoir les mêmes chances de gagner. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été remis en question par certains jeux. Le jeu Capital de Monique et Michel Pinson-Charlot en 2019. Alors, c'est du jeu de parcours, tout ce qu'il y a de plus classique. Je pense que c'est un choix de leur part. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, tous les joueurs commencent pas avec le même capital, justement. Il y en a un qui va jouer un riche. Il a 100 fois plus de capital que les autres joueurs. Je ne sais plus de quelle nature sont les échelles, mais il a 500 $, alors que les autres commencent avec 5 $ chacun. Okay, dans n'importe quel jeu, ce serait pris comme une hérésie. Okay, là, en fait, c'est vraiment pour le propos. Et pour eux, c'est pas grave en fait si l'autre il a beaucoup plus de chances de gagner. Ils s'en foutent. Pour eux, ça veut dire quelque chose. Le jeu dit quelque chose par ce biais. C'est très intéressant de le proposer. Et je ne sais pas comment les joueurs le prennent. Si eux ils sont là, c'est injuste ou pas. Alors, ce qui est intéressant, on va se servir du deuxième jeu pour en parler. C'est le Monopoly des inégalités, qui a été créé, développé par l'Observatoire des inégalités. Donc, publié, entre guillemets, même s'il n'est pas en boutique, il sert d'outil pour des ateliers, etc. C'est le Monopoly des inégalités. Donc, le principe, c'est que chaque joueur, c'est le Monopoly tel que vous le connaissez, sauf qu'au lieu de jouer nous-mêmes, juste un petit pion de métal, on joue une persona, qui peut être noire, blanche, d'origine raciale, ethnique, diverse, qui peut être handicapée, qui peut être homme, qui peut être femme. Et dans ces cas-là, on n'aura pas les mêmes salaires, on aura des malus sur les dés. On n'aura pas accès au même type de propriété, etc., etc., etc. Ils avaient fait une petite vidéo il y a quelques années où ils avaient proposé à des enfants de jouer à ce jeu-là. Ah ben non, toi tu es une femme en fait, donc quand tu passes par la case des cartes, tu gagnes pas 20 000, tu gagnes 15 000. Mais c'est pas juste ton truc. Bah ouais, mais c'est comme ça. Voilà. Et on voit des enfants, alors évidemment la vidéo est très bien faite pour ça, mais on voit des enfants s'insurger contre l'injustice de cette situation-là. Et pour le coup, le fait d'avoir brisé l'équilibre entre les joueurs porte admirablement bien le propos de l'Observatoire des inégalités. Okay, donc pour moi, encore une fois, cet équilibrage attendu d'un jeu entre les joueurs, il peut être remis en question aussi. Alors oui, pour moi, il y a aussi quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé, c'est le positif et le satisfaisant. En fait, dès que vous surmontez un challenge, dès que vous gagnez des points de victoire, dès que vous réussissez un objectif, etc., vous ressentez une forme de gratification. Okay, cette gratification, elle nous envoie dans le cerveau un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui est l'hormone du bonheur, dont sans doute certains d'entre vous en ont beaucoup parlé, parce que c'est évoqué souvent à propos de certains réseaux sociaux, etc. Dans les jeux, par exemple, en game design de jeux vidéo, on parle souvent de la boucle OCR, Objectif, Challenge, Récompense, Reward. Okay, donc c'est très concrètement, j'arrive dans une salle de donjon, j'ouvre la porte, je vois dans la pièce, il y a un trésor. Devant le trésor, il y a un monstre. Le monstre est le challenge. Je vois l'objectif, c'est le coffre. Le monstre, c'est le challenge que je dois surmonter pour atteindre ma récompense, qui est le coffre. La même chose que l'objectif. Ok. Imaginons que dans ce donjon, je fasse une salle, puis 2 salles, puis 3 salles, etc. En fait, la première fois que je vais tuer le monstre et prendre le coffre, oui, je vais ressentir une réelle satisfaction. Je suis content, j'ai tué le monstre, j'ai trouvé le coffre, j'ai trouvé un objet magnifique, puis des pièces d'or dedans. Mais génial, moi, je joue au jeu pour ça, c'est super. Et bien la deuxième fois, la troisième fois, etc. Après, on devient comme le chien de Pavlov ou le pigeon de Skinner. C'est une forme de conditionnement opérant. C'est-à-dire qu'au bout de la 10e salle, rien que le fait d'ouvrir la porte de la salle du donjon, déjà je kiffe. Déjà j'ai du plaisir. D'accord ? J'ai même pas besoin de... Voilà, c'est juste la pratique du jeu elle-même parce que je suis dans l'attente de la gratification. Je sais pas si vous voyez, c'était Skinner. La boîte de Skinner ou le pigeon de Skinner, on en parle souvent. Dans les années 30, c'est un chercheur qui justement lui a cherché à faire du conditionnement opérant sur les animaux, des pigeons et des rongeurs, en leur envoyant des stimuli positifs et négatifs. Stimuli négatifs, les petites décharges électriques. Stimuli positifs, de mémoire, c'était des friandises et des choses comme ça. Et oui, il a prouvé qu'il arrivait à modifier le comportement des pigeons et des rats, des rongeurs. Okay, donc moi j'ai envie de poser la question, nous aussi on a ces petits influx de dopamine, comme ça dans les jeux de société ou dans les jeux en général, quelque part, qu'est-ce que ça a fait de nous ? Je ne veux pas dire qu'on est des pigeons ou des rongeurs, même si bon, c'est un peu le propos, mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait faire attention à la relation qu'on a à la gratification dans les jeux. Quand on regarde, il y a plein de développeurs d'applications mobiles, par exemple, qui bâtissent leur application, leurs petits jeux sur téléphone, sur des boucles de compulsion. C'est-à-dire que tout est designé dans le jeu, tout est créé dans le but que vous y retourniez, que vous refaisiez les mêmes actions, parce que action, ça va faire jackpot, des petites étoiles qui sautent, satisfaction, dopamine. Ok ? C'est très bien de ressentir du plaisir et de la gratification dans des jeux, c'est aussi fait pour ça. Dans une vie où parfois on n'a pas ou peu de gratification, on est content de ressentir dans les jeux, c'est fait pour ça. Okay, par contre, il faut aussi s'apercevoir ou se rappeler que le jeu, il sert aussi depuis longtemps de sédatif social, en fait, par ce biais-là. Ça nous calme en fait, on n'est plus en colère. Si on ressent pas de gratification dans notre vie, c'est peut-être pour une raison, on devrait peut-être être en colère, on devrait peut-être agir.
Et finalement, on ne le fait pas parce que on arrive à se calmer, à se sédater par le jeu. Voilà. Donc, à titre individuel, moi, je trouve ça très bien que ça puisse nous soulager, nous libérer d'une certaine mesure. De manière sociale, de manière globale, moi, je pense qu'il faut se poser la question, en tant que société, de la fonction du jeu dans notre société. Voilà. Politiquement, je pense qu'elle n'est pas anodine. Voilà. Je dis aussi qu'il faut interroger l'objectif et la victoire. En fait, le fait de donner des objectifs clairs aux joueurs le pousse à utiliser tous les moyens pour parvenir à la victoire. Tous les moyens sont bons, comme on dit. Okay, mais du coup, le sens de nos actions, ce que le jeu nous demande de faire, on le questionne pas. En fait, on le questionne pas parce que oui, je vais faire ça. Non, mais je vais défoncer la forêt là pour produire plus de pétrole, c'est très bien. Mais comme ça, je gagnerai des points de victoire. C'est le jeu qui le dit. C'est qu'un jeu, c'est pas grave. Donc tout va dans le sens de la victoire. En fait, on pourrait, par exemple, c'est une des pistes possibles, imaginer un jeu sans objectif, tout simplement. Imaginez un jeu où on vous introduise comme ça dans un système de simulation, mais on vous dit pas comment gagner ou comment perdre. Il me semble que très vite, les joueurs commenceraient à introduire un autre système d'évaluation qui viendrait de critères moraux, esthétiques, qui viennent de la vie réelle, en fait. Et on se poserait la question du sens de ce qu'on fait en jeu. Parce que là, le jeu ne nous dirait pas comment gagner. Et du coup, ce serait à nous d'évaluer le sens, la valeur de notre pratique de jeu. Quelles sont les actions que je fais en jeu, okay. Donc ça, ce serait intéressant. Et il y a des jeux vidéo, tous les walking simulators, c'est encore autre chose, mais ils ne proposent pas de façon de gagner ou de perdre. Mais je pense que dans le jeu vidéo, ça a déjà été tenté plusieurs fois, et dans le jeu de société, pas du tout. Mais pour moi, ce serait une piste à explorer. Alors, quelle heure est-il ? Pardon de faire un petit break, mais j'ai encore 30 minutes, c'est magnifique. On est bien, je crois qu'on est bien. Ok. On va maintenant essayer d'approfondir un petit peu ce parallèle que je fais un peu en sous-texte depuis le début, qui est d'essayer de faire un parallèle entre le jeu de société et d'autres médias, la littérature, le cinéma. Il y a Olivier Caïra, qui est un chercheur, grand joueur de jeux de rôle, etc., qui a écrit un livre très chouette qui s'appelle « Définir la fiction » en 2011. Et lui, en fait, justement, il essaye de chercher un moyen, il a essayé de redéfinir les termes de la fiction pour intégrer le jeu, sous forme très large, avec les autres types de supports qui produisent de la fiction. Le roman, le film, les arts graphiques, etc., etc. Et donc, selon Caïra, lui, on peut se placer sur des différents types de fiction qui se situent plus ou moins à gauche ou à droite de deux pôles. Un pôle axiomatique, l'axiome qui appelle à la règle. Okay, donc là, on est sur le jeu abstrait. C'est de la pure règle, aucune représentation, rien. Et à l'autre extrémité de ça, il y a le pôle mimétique. C'est-à-dire que là, on a les fictions purement figuratives. On n'est plus du tout dans l'abstrait. On est dans la représentation pure. Okay, au milieu, on pourrait y mettre les jeux de simulation qui, eux, sont composés des deux, c'est-à-dire un système plus un thème. On est entre la règle et la représentation. Voilà. Ça, c'est juste, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais c'était pour essayer de remettre, entre guillemets, à égalité, ou pour justifier ce parallèle qui peut être fait, à mon sens, entre ces différents médias. Si on regarde un petit peu les arts graphiques, justement, en fait, quand on regarde l'histoire de l'art, alors moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'art, j'ai fait des recherches pour la conférence parce que le sujet m'intéresse, mais je ne suis pas spécialiste. Donc, voilà, malgré tout, dans toutes les recherches que j'ai faites, il me semble, et je ne suis pas le seul à le dire, que les différents courants, en fait, parce que pour le coup, les arts graphiques, eux, ont eu des courants avec des auteurs qui s'exprimaient à travers leurs œuvres. Ils ont remis en question les précédents courants, d'époque en époque, ce qui n'a pour l'instant pas ou peu été fait dans le jeu de société. On n'a pas de courant qui dit il y en a marre du courant dominant. Ça va peut-être pas tarder, mais bref, voilà. Jusqu'ici, il n'y a rien eu de très retentissant à ce sujet-là. Si on regarde dans les arts graphiques, par contre, ça a été fait de nombreuses fois. Sur quels critères ils se sont basés, quels critères ils ont voulu remettre en question des œuvres précédentes ou des courants précédents. On remarque qu'au niveau du sujet ou du traitement, les artistes, ils ont navigué entre l'abstrait et le réaliste. Au niveau de... Voilà. Donc ça va de abstrait, symbolique, idéalisé, esthétisé à réaliste. Est-ce que vous saisissez la gradation qu'on a là-haut ? Par exemple, au niveau du traitement, ça c'est abstrait, symbolique. C'est un cheval sur une grotte préhistorique. Ok, on est dans le symbolique, plutôt abstrait. On n'est pas dans le traitement réaliste. Ça, c'est du traitement réaliste, c'est extrêmement précis. La finesse des muscles, je veux dire, là, on comprend très bien. Enfin, voilà, c'est la simulation, la représentation poussée à l'extrême. Ça aussi, on est dans le symbolique. On voit bien qu'il essaie de représenter des guerriers, un chariot, un cheval, mais c'est dessiné de côté, c'est légèrement dans le symbolique. Mais c'est malgré tout figuratif. Là, Pablo Picasso, l'homme à la guitare, merde, je le cache, on est purement dans l'abstrait. Parce que ça s'appelle l'homme à la guitare. C'est un homme avec une guitare. Je sais que ça se voit pas très bien, mais c'est le principe de ce genre de... Enfin voilà, ça fait partie du truc. Donc on est dans le symbolique, complètement. On y était déjà en moins 20 000, moins 27 000.
Voilà, cette peinture-là, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Monet, le Moulin Rouge. Là, on voit qu'il porte l'attention sur les lumières, il veut restituer une ambiance, il veut renvoyer des émotions qui sont dans une scène particulière, alors que là, par exemple, ce tableau de Napoléon Bonaparte, lui, il veut retranscrire la représentation idéalisée, suresthétisée d'un sujet. Okay, donc, dans le traitement, il est clairement idéalisé, ici. Okay, bon. Essayez de voir sur cette échelle-là, à la fois le sujet et le traitement, où est-ce qu'il se situe dans les arts graphiques. En fait, ils se sont tous remis en question sur ces axes-là. Ils disaient, non, mais le courant d'avant, il était trop symbolique, nous, on veut retourner dans le réaliste. Ah ben non, le courant d'avant, il était trop réaliste, du coup, nous, on veut retourner dans le symbolique, c'est l'expression du moi, la subjectivité, etc. Et on fait des allers-retours comme ça dans l'histoire de l'art, mais constants. Parce que là, je présente un axe comme ça, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on est allé de l'abstrait vers le réaliste dans l'histoire de l'art. Pas du tout. On n'arrête pas de faire des allers-retours. D'accord ? Parce qu'il y a de la remise en question par les auteurs eux-mêmes. Et l'autre chose, c'est, encore une fois, la place de l'auteur. Pour qui est créée l'œuvre ? Est-ce que c'est pour le récepteur ? Comme nous, auteurs et autrices de jeux de société, on crée des jeux pour les joueurs ? Non, il y a plein d'artistes-auteurs d'art graphique ou qui écrivent, qui dessinent pour eux, parce qu'ils veulent exprimer leurs propres émotions. Et la façon dont ce sera perçu par les joueurs, les spectateurs, ils s'en foutent. C'est pas le but. Eux, ils voulaient exprimer quelque chose. La réception, ils font pas ça pour le spectateur. Ils font ça avant tout pour eux. Donc, après, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de faire plein de parallèles. Ça nécessiterait un travail de mise en parallèle qui serait à faire et qui serait beaucoup trop long pour être résumé ici. Là, j'ai jeté quelques idées, mais je pense que ça peut en déclencher chez beaucoup d'entre vous. Donc, si on considère les jeux de société comme un système de représentation qui comprend mécanique plus thème, il ne faut pas garder que les dessins de jeux de société, il faut bien mettre la règle avec, alors on pourrait dire, par exemple, que le symbolisme, ce serait le jeu de pions, parce que c'est du domaine de l'abstraction, etc. Le réalisme, l'équivalent du réalisme, quand on voit un dessin très réaliste, c'est une représentation de la réalité, on croit que c'est une photo, etc. Ça pourrait être la simulation extrême. Simulation extrême, c'est on essaye de retranscrire au mieux le réel par des règles et des petites représentations. Ou alors ça pourrait être le jeu pervasif. Pervasif, c'est-à-dire le jeu qui sort du cadre du jeu fictif pour en fait être poreux avec la réalité. C'est quand on joue nous. Oui. C'est un peu... je ne sais pas si vous connaissez Sneaky Cards. Si ça vous parle, c'est un jeu qui a été publié par Cocktail Games il y a quelques années. Sneaky Cards, c'était un petit paquet de cartes qui vous filait des missions à faire dans la vie. Cache cette carte, mets-la dans le frigo. Et celui qui la trouve, il est censé la cacher dans un autre frigo. Ce genre de choses, voilà. Ça, c'est des jeux qui sont poreux avec la réalité. On n'est plus autour d'une table, sur un plateau, à partager une fiction. Voilà. Il y a une autre forme de fiction dans Sneaky Cards. Hein. Il y a une règle, on trouve la carte, bim, elle nous fait rentrer par une micro-porte, dans une micro-fiction. Elle crée un jeu, hop, mais qui interagit avec la réalité. C'est ça un jeu pervasif. Au niveau du sujet, je pense que c'est important de dire que les JDS ont toujours idéalisé les thèmes. Est-ce que vous pouvez me citer des jeux de société qui essayent de traiter des sujets avec réalisme, hormis les wargames évidemment, qui eux sont très attachés au réalisme historique de leur simulation. Dans la plupart des jeux de société, non, on idéalise les thèmes. On va essayer de vendre du rêve aux joueurs et aux gens. On recherche l'évasion, encore une fois. Donc, on va tout rendre joli, tout rendre attractif, etc., etc. C'est idéalisé, c'est esthétisé, parfois suresthétisé. On voit ça dans les couvertures de jeux de société qui sont brillantes, lumineuses, colorées, entre le manga et le comics. C'est magnifique, c'est hyper qualitatif. Mais c'est absolument pas réaliste. Mais c'est pas le but. Donc, c'est pas grave. Mais du coup, moi, je questionne où est la place pour des jeux qui voudraient parler du réel autre que les wargames, si on voulait parler par exemple du quotidien. Sortez-moi un jeu où on doit changer la caisse du chat et acheter du jambon. Pourquoi pas ? Peut-être c'est poétique en fait. Peut-être ça pourrait l'être, si c'est bien fait. Vraiment, je demande à voir. Pour qui ? Donc ouais, dans le jeu de société, on en a déjà parlé avant, l'expression de l'auteur, elle est globalement pas la priorité. Okay ? On n'est plus sur ces auteurs d'art graphique qui peignent des tableaux pour exprimer quelque chose eux, et ils s'en foutent de comment c'est reçu. On l'a déjà vu avant avec l'Abusive Game Design ou dans les bonnes pratiques. Dans le jeu de société, en fait, c'est nous, auteurs et autrices, on crée des jeux avant tout pour les joueurs. Avant tout, nous, pour exprimer quelque chose. Voilà. Moi, je ne vais pas le rappeler. On peut aussi interroger la littérature. Alors, je vais faire très très vite, parce que c'est vaste. De la même façon, les courants littéraires ont questionné les courants précédents sur les mêmes sujets, sur le même ligne, entre l'abstrait et le symbolique, l'idéalisation des thèmes, des sujets, etc. Il y a des petites questions intéressantes à se poser. En littérature, avec le support livre, il y a bien sûr des romans qui sont des fictions, mais il y a aussi des essais qui développent des idées, des réflexions, etc.
C'est quoi l'équivalent dans les jeux? Les serious games, peut-être, je ne sais pas, mais voilà, en quoi des jeux peuvent développer des argumentaires, des réflexions pour nous pousser à réfléchir, peut-être de manière philosophique, allons-y. Le réalisme et le naturalisme, qui était un mouvement qui cherchait, encore une fois, dans les littératures, à décrire la réalité dans toute sa laideur parfois, sa beauté et sa laideur. On écrivait la sueur des personnages, etc. Enfin voilà. Donc sans idéaliser, en vrai, le sujet qu'on traite. Voilà. Bah oui, encore une fois, le mieux qu'on puisse trouver en jeu de société, c'est la simulation. Mais même les simulations sont idéalisées en jeu de société. Moi, j'attends encore donc un jeu où les personnages en sueur, laids, voilà, pas forcément, voilà, un peu plus d'anti-héros, etc., etc. Le surréalisme, parlons-en du surréalisme. Bah, ils ont fait n'importe quoi. Est-ce que nous, on s'autorise de faire n'importe quoi en jeu de société pour suivre l'inconscient, pour essayer de faire de l'écriture automatique? Qu'est-ce que ça pourrait donner en créer des jeux en forme d'écriture automatique? Est-ce que quelqu'un pourrait essayer, à la manière de Georges Perec, de faire disparaître un ingrédient vital de game design dans le jeu? Je ne sais pas ce que ça peut être, mais il faut se poser la question, je pense. Voilà, quand ils prenaient des coupures de journaux, des bouts de mots, pour faire, pas de l'écriture automatique, mais presque du collage pour créer un poème et faire intervenir l'art dans la vie, est-ce que les auteurs et autrices de jeux de société ne pourraient pas essayer de pratiquer le game design de cette manière? Pourquoi pas? Je ne sais pas si ça peut donner de bons résultats. Si ça se trouve, c'est n'importe quoi. Mais je me demande si ça pourrait exister quand même. Si ça ne pourrait pas ne pas donner des bons résultats. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas penser... Parce que dans le surréalisme, c'est la subjectivité du moi, c'est l'expression du créateur, qui est mise en avant, entre autres. Si on considère que le joueur fait partie de la création de l'expérience ludique, et pas seulement l'auteur, dans ce cas-là, il pourrait être intéressant de proposer des jeux, que le joueur soit associé à la création du jeu lui-même. C'est-à-dire qu'on lui demande d'improviser des règles au fur et à mesure. Et que parfois, ça donne n'importe quoi. Associer le joueur à la création de la règle, là, il se passe quelque chose qui est absolument fou. Je parle depuis le début du respect de la règle qu'impose le jeu. Là, si on donne ce pouvoir-là au joueur, il peut se passer des trucs absolument incroyables. Il y en a plusieurs qui pensent que pour faire des vrais bons jeux de conscientisation, en fait, il faudrait pas faire jouer des gens à des serious games, il faudrait leur demander de créer ou les amener à créer des jeux. Parce que faire le travail de création d'un jeu, en fait, c'est se pousser à réfléchir sur les systèmes et les règles du réel et à les transcrire, à les résumer sous la forme d'un jeu de simulation, d'un jeu de plateau, etc. Rien que ce processus-là, il est peut-être meilleur que le fait de jouer à une simulation designée par un autre. Il nous pousse à plus de réflexion, critique en tout cas. Vous voyez le principe? Ok, on passe à la suite. Alors le dernier média qu'on n'a pas interrogé, c'est le cinéma. Moi je ne suis pas très calé en cinéma, en histoire du cinéma, mais il y a un courant que j'ai eu envie d'interroger, parce que je pense qu'il peut être pertinent là maintenant dans la situation dans laquelle on est dans le jeu de société contemporain. La Nouvelle Vague, c'est un mouvement de la fin des années 50 qui s'est rebellé contre le cinéma de papa, comme ils appelaient ça. C'était du cinéma de studio, super bien produit, des péplums, tout était hyper qualitatif, c'était calibré, mais c'était limite surjoué, enfin voilà. Il me semble que dans le milieu du jeu de société, du jeu d'édition en tout cas actuellement, on est dans du jeu très très bien produit, super calibré, c'est satisfaisant, c'est magnifique, etc. etc. Ce que la Nouvelle Vague a voulu apporter dans le cinéma, c'est une recherche d'authenticité dans la forme. La Nouvelle Vague, il tourne en extérieur, avec un éclairage naturel. C'était pas parfait, c'était parfois moche, un peu. Un enregistrement sonore direct, voilà, donc pas extrêmement qualitatif. Des prises longues, etc. Ça, voilà. Une production artisanale. Bah oui, où est-ce qu'ils sont les jeux de garage, les jeux faits dans sa maison, juste pour faire jouer les gens dans le local? Peut-être il y aura des trucs un peu trash faits à la maison avec 2 bouts de machin qui ressemblera à quelque chose et qui pourrait porter des propos. Moi, je pense que ça pourrait exister. Des histoires simples et des thèmes existentiels, c'était ça qu'il y avait dans la Nouvelle Vague. C'était des gens qui se parlaient. Bon, des fois, il y avait des petits flottements, on regardait la mouette, etc. Mais c'était des moments évocateurs, poétiques. D'accord? Où sont les jeux qui traitent de thèmes existentiels? Où sont les jeux qui essaient de nous faire réfléchir réellement sur l'amour, la mort, je sais pas, le courage, la lâcheté, la vérité, toutes ces notions. Quand est-ce que les jeux de société les interrogent? Rarement, à mon sens. Et donc tout ça, c'est des choses qui émanent des films de la Nouvelle Vague. Ça résonne dans les films de la Nouvelle Vague. Et moi, j'attends encore de voir où est-ce que ça existe en jeu de société, en fait. Donc je pense qu'on pourrait s'inspirer de cette intention-là. Voilà. Pour eux, la Nouvelle Vague, un film pouvait être complexe plutôt qu'accessible. Oui, c'est-à-dire qu'ils s'en foutaient de finalement... ok, nous, on veut parler de choses, mais en fait, on s'en fout que tout le monde nous comprenne.
Bon, c'est un peu snob comme posture, ok. Après, moi, je trouve que assumer une forme de radicalité et tenter des trucs expérimentaux, même si c'est compris par 3 personnes, finalement, ça a le mérite d'exister aussi. Je pense pas qu'il faut s'empêcher de le faire. Voilà. En fait, c'est être peut-être plus artiste-auteur que prosélyte, certes. Voilà, chacun de trouver son curseur sur ces 2 axes, quoi. Et enfin et surtout, un film doit être un choc émotionnel, pas une évasion paresseuse. Bon, alors, ils y vont un peu dur, hein. Je pourrais dire que la plupart des jeux de société actuellement sont des évasions paresseuses. Ce serait encore plus snob que tout ce que je dis depuis le début. Voilà, je suis pas loin de le penser malgré tout, mais je veux pas me cantonner dans cette posture parce que je m'aperçois moi-même à quel point c'est un peu snob. Bon, bref. Malgré tout, je pense qu'un film, donc un jeu, peut être, et pourquoi pas forcément doit être, mais peut être un choc émotionnel. Doit essayer de les produire en tout cas. Il faudrait qu'il y en ait plus qui essaient de le produire. Donc là, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est si elle devait advenir demain, à quoi ça ressemblerait une nouvelle vague ludique ? Ce serait intéressant, moi je trouve, de se poser cette question. Voilà. Et ma foi, on en arrive à la fin. Vous voyez un petit diapo qui résume un petit peu les plus grosses pistes que j'ai essayé d'explorer, les questions que j'ai essayé de poser. Il est 42, il nous reste un peu moins de 20 minutes. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, s'il y a des pistes sur lesquelles qui vous interpellent, ou etc. Voilà, on est là. Merci pour votre écoute en tout cas, c'est très gentil. Bonjour. Ouais, magnifique, vas-y. Vous avez parlé que vous faisiez partie d'un collectif d'auteurs. Oui. Vous pouvez en parler un petit peu ? Ah oui, on est le gang rennais d'auteurs ludiques. C'est le Graal. En fait, aux environs 2010-2012, il y a des collectifs d'auteurs et d'autrices de jeux de société qui se sont montés dans les plus grandes villes de France. Et voilà, c'est des auteurs et d'autrices qui se retrouvent ensemble plutôt que de bosser isolés. Et régulièrement, ils testent leurs protos entre eux, ils parlent de leurs pratiques, etc. etc. Voilà. Et donc ça, c'est le collectif rennais qui existe depuis 12 ans maintenant. Et du coup, pendant ce collectif-là, vous abordez ces thèmes-là et vous en discutez ou c'est plutôt à titre personnel ? C'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi tu poses la question, mais je vais répondre quand même. Mais ouais, non, mais si, c'est intéressant. Tu veux dire, est-ce que c'est finalement, il n'y a que moi qui prêche dans le désert, ou est-ce que c'est une tendance qui se répand un peu, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ok. Non, je pense que c'est des thèmes et des questions qui commencent à être posées par de plus en plus de monde. Au moment où cette vidéo va apparaître, je pense qu'on peut parler d'un truc qui va sortir là, mi-février, qui s'appelle le Manifeste Métaludique, qui essaie de défendre l'idée qu'un jeu peut être expérimental, un jeu est politique, et qu'un jeu n'est pas défini par le divertissement. Bon, en somme, c'est résumé ma conf en 3 phrases. Okay, et ça, c'est issu d'un autre collectif d'auteurs et d'autrices, comme Agnès Largeau, Julien Protière, Juan Rodriguez, Antoine Tissot, moi-même. C'est un autre collectif encore que mon collectif de Rennes. Et le collectif rennais auquel je vais toutes les semaines, etc., qui sont maintenant des vieux copains, mais il y en a qui viennent se rajouter toutes les semaines. Enfin, il y a des gens qui viennent. On en parle. Entre autres parce que, par exemple, on a fait une résidence l'année dernière, ou résidence ou séminaire, je sais pas. Enfin bref, on s'est tous réunis dans un week-end, dans une jolie maison, avec un jardin et des bières. Et chacun devait ramener un atelier, en fait, où on questionnait, on savait qu'on n'allait pas faire de test de proto comme on fait d'habitude, c'est-à-dire rendre nos jeux plus efficaces, mieux équilibrés. On savait qu'on n'allait pas parler édition. Moi, chez qui je vais le signer, est-ce que c'est tendance, blablabla. Non. Nos buts dans ces résidences, dans ces séminaires, c'était d'interroger le jeu comme objet culturel. Et d'interroger, nous, nos pratiques de création, de parler de tous ces sujets. D'ailleurs, cette conférence, c'est un atelier que moi, j'ai proposé en résidence à mon collectif et à un autre collectif, celui du Manifeste Métaludique. Voilà. Donc oui, on est plusieurs à se poser ces questions-là. Ouais. Un certain nombre d'auteurs et d'autrices, je ne suis pas seul à prêcher dans le désert. Malgré tout, il faut qu'il y ait des jeux qui sortent. Il ne faut pas juste que des gens en parlent, il faut qu'il y ait des jeux qui sortent. Et pour ça, il faut des éditeurs pour les signer. À moins de trouver d'autres vecteurs de diffusion, l'impression à la demande, le print and play, enfin voilà, un truc un peu, les jeux dans son garage de manière locale. Mais actuellement, pour donner de la visibilité à les types de jeux et pour que les pratiques et la vision du jeu commencent à changer, il faut des éditeurs pour les signer et du coup, il n'y en a pas. Donc, c'est très rare. Voilà. Ça répond, c'est OK ? Oui, ça répond à votre question, merci. Oui. Moi, en fait, de là où je regarde, j'ai l'impression que tout ce que tu décris, ça existe déjà. Des jeux où on aborde des sujets sensibles, la question de la mort, la question des sentiments, la question de la sexualité, etc., dans lesquels les joueurs sont eux-mêmes impliqués, c'est-à-dire qu'ils sont constructeurs du jeu, dans lesquels on négocie la règle au fur et à mesure, dans lequel, voilà, et tout simplement, c'est le jeu de l'enfant, ce qu'on appelle le jeu symbolique.
où spontanément, tout ça va se produire, tu vois, et les codes sont cassés. Et en revanche, je me demande si du coup, ce que tu essayes pas d'apporter, c'est plus une prise de conscience au niveau du milieu joueur gamer, jeu d'édition, que le jeu ne se réduit pas à ça, ne se réduit pas aux usages qu'on a effectivement de points de victoire et des tartes à la crème, des anciennes et des nouvelles, parce que comme tu le disais, c'est un changement perpétuel et les innovations d'aujourd'hui seront les trucs ringards de demain. Mais voilà, vas-y. Je me permets de te répondre tout de suite. Je suis d'accord avec toi, en fait, tu as raison. Mon prisme d'analyse, là, ce dont j'ai surtout voulu parler et envie de parler, c'est de jeux d'édition et de jeux de société. Effectivement, tu as raison, le jeu de l'enfant répond à la plupart de ces codes brisés, etc. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler. Moi, je suis auteur de jeux de société dans le milieu du jeu d'édition. Je fais pas de serious game par ailleurs, etc. Il m'arrive de vouloir faire du jeu engagé, j'en fais, etc. Et pour moi, c'est aussi du jeu d'édition, dans le sens où, voilà. Donc, non, effectivement, c'est ce milieu-là que j'ai envie de questionner. Très spécifiquement. Voilà. Je ne me prive pas d'interroger la définition du jeu au sens large, au passage, mais pourquoi pas. Mais effectivement, tu as raison de le dire. Après, en fait, tu dis que ça existe déjà, comme si ça n'avait pas d'importance et que ça ne devait pas être tenté. Moi, je pense qu'en termes de proportion, justement dans le milieu d'édition, il n'y a pas de jeu qui fait tout ça. Ou trop peu. Pas ou peu. Voilà. Alors, mais est-ce que le problème, c'est pas aussi que, au sein du vaste champ du jeu, le jeu très formel, à règle, alors jeu de société, mais encore plus jeu vidéo, prend le pas sur toutes les autres formes de jeu et noie un peu la créativité qu'il peut y avoir dans les autres formes de jeu. Alors des fois avec des inspirations, des fois on reprend des choses du jeu d'assemblage qu'on remet dans le jeu de société. Mais est-ce que le problème, c'est pas aussi, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas casser les codes de dire que le jeu, c'est un truc qui doit être produit, c'est un truc qui doit être vendu, que c'est quelque chose pour lequel il y a des auteurs et qu'il y a des consommateurs et que tout le monde n'est pas forcément auteur, voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, avec ce que tu viens de dire. Je n'ai rien à te répondre parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi. Pour une fois. On peut passer le micro derrière ou à côté de toi. Je crois qu'il y avait des... Derrière toi, sinon on t'en a une jeune fille. Ok, ça va venir. Oui, bonjour. Bonjour. Donc on a vu dans la conférence que depuis les années 2000 à 2010, les réflexions autour de ce sujet ont été posées. Donc ça fait 15 ans maintenant. Depuis 15 ans, vraiment, le nombre de jeux a explosé, le nombre d'auteurs a explosé, le nombre de maisons d'édition a explosé. On doit être à plus de 1500 jeux produits chaque année. Ouais. Et comment on peut expliquer que depuis 15 ans, tous les éléments qu'on voit sur cette diapo n'ont pas été plus pris en compte dans les jeux pour se démarquer? Excellente question. Eh oui, mais je pose question vraiment là. Mais oui, mais j'ai pas la réponse. Enfin, on peut essayer de répondre si tu veux. Moi, je pense qu'en fait, ça vient surtout d'un formatage des auteurs et des autrices eux-mêmes, et des éditeurs, de voir le jeu. Enfin, c'est le formatage par le fait que c'est un objet commercial, comme le disait Antonin derrière. Bon, le fait que ce soit un objet commercial, ça impose des objectifs de rentabilité, donc il faut plaire à un public. Donc on n'essaie pas de proposer quelque chose qui pourrait déranger ou qui pourrait... On essaie de proposer quelque chose qui pourrait plaire, qui pourrait être successful, qui pourrait être bien vendu. Et donc ça, je pense que c'est un cercle, d'autant plus maintenant où les distributeurs prennent plus de place dans les décisions éditoriales, c'est un cercle qui mène qui mène pas à l'ouverture, qui mène pas à la maturité culturelle, qui mène à rester dans le même précaré d'objets de divertissement, d'objets d'évasion, etc., puisque c'est ce qui est actuellement la façon qu'ont la plupart des gens de voir le jeu. Donc, voilà, c'est normatif, ça va dans le sens de la norme, ça va pas dans le sens de la critique et du questionnement. Mais pour moi, ça vient surtout du fait que le jeu de société est vraiment, actuellement, surtout vécu, vendu, pratiqué comme un objet commercial. Comme le disait Antonin derrière, ça pourrait être, ou comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des jeux faits dans son garage pour ses potes au niveau local, des micro-éditions fabriquées à l'arrache, comme les premiers Monopoly dans les années 20-30 par exemple. Ça pourrait être des pratiques de jeux de société différentes, qui passent plus par les boutiques, qui passent plus par les distributeurs, où on s'en fout des critiques ludiques, mais je veux dire de tous les youtubeurs, les influenceurs ou les trucs, qui passent pas par tout ça, qui sont les pratiques humaines, sociales, pas d'éducation populaire, mais de partagées en fait. Le jeu pourrait être un vecteur politique direct en fait. Viens, on crée un jeu, viens, on fait un jeu, tac, tic, toc. Mais comme le font des enfants, mais sauf que c'est un jeu de société pour les adultes, avec des règles. Oui, il y a toutes ces pratiques-là pour arriver. Mais depuis 15 ans, effectivement, le jeu de société, c'est un produit commercial. C'est vu comme tel, c'est vendu comme tel, c'est valorisé par sa qualité esthétique, la quantité de son matériel, voilà, et on rationalise la rentabilité de son divertissement.
Voilà, maintenant, ça coûte 50 €, les parties durent 32 minutes. Voilà, je suis pas sûr que par rapport à un jeu qui coûte 25 €, je peux faire 8 parties dans la soirée, je vais ressentir combien de plaisir. Enfin, tu vois, on n'est pas du tout dans le même rapport. Là. Donc, voilà. Mais pour répondre au fond de ta question et arrêter de digresser, je pense que ça vient du fait qu'on considère beaucoup le jeu de société comme un objet commercial. Voilà. Alors, du coup, il y a des collecteurs d'auteurs qui réfléchissent à ça. Est-ce qu'il y a des collectifs de maisons d'édition qui peuvent réfléchir? Il y a le collectif du jeu engagé qui existe, ouais, qui part du principe qu'on peut faire autre chose avec le jeu de société. Après, ce collectif-là, leurs jeux sont aussi vendus en boutique, peut-être par d'autres canaux un peu plus ouverts, ou en tout cas différents, en librairie, par des associations, lors d'événements spécifiques, etc. Mais voilà, oui, c'est une réflexion qui commence à s'aimer aussi chez des éditeurs, si tu veux. Parce que, puis même la plupart, et comme d'ailleurs dans les premiers temps de jeux de société contemporains, les éditeurs sont avant tout des joueurs ou des créateurs de jeux qui n'ont pas trouvé d'éditeur et qui ont décidé de s'éditer tout seuls. Au bout d'un moment, c'est ce qui va finir par se produire. Et ça se produit déjà. Je parlais ce matin avec Julien Griffion d'un jeu qu'il crée avec Antoine Tissot. Voilà, sur les contre-pouvoirs, la manifestation, le gouvernement. Il y a des jeux engagés qui, parce qu'ils ne trouveront jamais d'éditeur, vont finir par s'auto-éditer, c'est sûr. Voilà. Merci. Madame là-bas. Bonjour, déjà merci pour cette conférence. Donc, je réalise en ce moment un mémoire sur le financement participatif dans le jeu de société, vous venez d'en parler justement. Et je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez dit sur la difficulté de l'auteur de s'exprimer dans du game design un peu traditionnel. Donc justement, j'aimerais savoir si selon vous, le financement participatif peut permettre cette expression de l'auteur et va le permettre dans les années à venir surtout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, mais c'est une évidence, ça met directement en relation un créateur avec les joueurs et joueuses. Okay, bon, ceci étant dit, tel que Kickstarter est pratiqué actuellement, c'est plutôt une plateforme qui va construire des narratifs pour pousser à l'achat et à la surproduction de jeux de société. Encore une fois, le jeu de société en tant qu'objet commercial est passé par là et a induit des pratiques, a imposé des pratiques qui font de Kickstarter, en tout cas des jeux de la pratique de financement de jeux de société sur Kickstarter, plutôt un vecteur de surproduction qu'un vecteur d'expression, d'initiative, critique, radicale, expérimentale, etc. etc. Il faudrait, peut-être tu l'as fait pour ton mémoire, je ne sais pas, mais il faudrait aller voir quelle proportion d'auteurs ou d'autrices qui ont essayé de faire des jeux bizarres et de les faire financer se sont réellement fait financer. Et là, je pense qu'effectivement, on pourra constater, à mon avis, il est genre plus qu'anodin, il doit être nul. L'autre truc aussi, c'est que les gens qui vont sur Kickstarter, c'est des passionnés. Ces passionnés, ils sont eux-mêmes formatés sous une forme de jeu de société où ils attendent, et là, il se trouve des hecto-kilos plastiques de figurines, beaucoup plus de matériel, on veut en avoir pour son argent. Encore une fois, on est tout autant, voire plus consommateur que joueur. Okay, donc pour l'instant, c'est pas du tout l'endroit indépendant de propositions alternatives. On le retrouve beaucoup plus sur certains sites d'impression à la demande, comme Drive-Thru RPG, Drive-Thru Cards, The Game Crafter, où là, l'auteur a juste à mettre ses fichiers sur un site qui est en fait un fabricant de jeux. Le joueur peut cliquer et il reçoit le jeu directement. C'est jamais en boutique, c'est pas jamais par les distributeurs, mais là, il y a des gens, des joueurs, des auteurs et des autrices qui proposent des trucs bizarres et expérimentaux. Ils en vendent 5, mais au moins le jeu à l'endroit où il existe et où les joueurs peuvent se le procurer. Voilà. Donc pour moi, c'est actuellement plus sur ces plateformes-là que sur Kickstarter que ce type d'initiative ou d'exploration peut avoir lieu. Voilà. Et au-delà de ça, est-ce que ça change quand même quelque chose dans le processus créatif pour Kickstarter ? l'auteur ? Oui, le fait d'avoir un jeu en financement participatif, le fait d'essayer de créer une communauté, est-ce que ça change quelque chose dans la création ou finalement pas vraiment ? Si, je pense que ça change complètement plein de choses. Tu viens pour une part aliéné à ta communauté, tu vas formater ton jeu pour pouvoir mettre des stretch goals dedans, pour pouvoir en vendre plus, pour nourrir le narratif de « Allez, il faut aller vaincre le prochain stretch goal, tous avec moi, camarades, donnez de l'argent ». Non, c'est bien sûr que ça formate la création, tel que Kickstarter est pratiqué actuellement. Je veux dire, après, il pourrait permettre ce que tu dis. Mais actuellement, à mon sens, je crois, il n'est pas utilisé comme ça. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation qui était super. J'ai pas vraiment de questions, à part simplement de dire que ça pose aussi la question d'avoir du jeu subventionné à un moment donné pour pouvoir faire des créations dont quelqu'un peut en vivre malgré tout et y passer un temps conséquent et aller casser les codes. Il faudrait pouvoir parvenir à ça et c'est loin d'être le cas à l'heure actuelle. Je suis d'accord avec toi. Pardon, Thomas, t'avoir coupé. Je suis d'accord avec toi. Il me semble que c'est un sujet qu'on a abordé en fin de conférence l'année dernière. On peut le refaire vite fait, mais je suis d'accord. Il faudrait qu'il y ait
des subventions pour des jeux de société de la même manière que, comme je le disais, on est obligé d'avoir un certain pourcentage d'art dans l'espace public. C'est ce qui fait qu'il y a les œuvres d'art au milieu des ronds-points. Il devrait y avoir des DRAC, des ministères de la Culture, etc., des subventions qui permettent à certains jeux expérimentaux, qui portent des propos, d'exister. Des jeux dont on sait qu'ils ne vont jamais se vendre, il faudrait leur trouver des moyens d'exister. Et pour moi, de la même manière que, par exemple, le ministère de la Culture, les instances culturelles font vivre le théâtre, qui est largement sursubventionné, mais tant mieux pour lui, parce que ça lui permet de continuer à exister. Oui, le jeu de société, ce type de jeu de société pourrait exister, advenir par le biais de subventions. Voilà. Mais on en est loin parce que, comme c'est un autre sujet, mais la reconnaissance du jeu en tant qu'objet culturel par les instances, qu'elles soient ministère des Finances ou ministère de la Culture, elle est loin d'être faite. Ça avance par petits pas, mais c'est pas encore fait, quoi. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, ce serait un bon moyen, tout à fait. Oui. Ouais, moi j'ai plusieurs petits points, j'espère que j'aurai le temps. D'abord pour répondre à la question sur pourquoi on n'en crée pas, je me permets juste de parler du travail, de ce que Guy Debord explique dans la société du spectacle, c'est-à-dire que dans le stade ultime du capitalisme dans lequel on peut considérer qu'on est, en fait on est aliéné par un très très grand nombre de marchandises qui sont très variées et pourtant toutes semblables, et ce qui explique en réalité qu'on n'a pas vraiment d'autre choix. Enfin, on est dans une logique de commerce et de marchandises, de surproduction permanente, sans forcément viser la diversité. Ce n'est qu'une illusion qu'on a du choix en tant que consommateur, si on considère qu'on est ça. Donc ça répond partiellement à la question en fait que tu soulevais. Moi j'ai un point sur la question de l'objectif que tu cites dans les slides, les jeux qui seraient sans objectif, sans victoire, sachant que le jeu de société moderne, il est principalement destiné d'abord à des profils de joueurs qui sont plutôt compétiteurs et qui donc recherchent la victoire et ce genre de choses. On sait que même c'est compliqué pour certains jeux de ne pas avoir de système de scoring. Déjà, par exemple, on ne peut pas avoir de page BGG si on n'a pas un système de victoire. Okay, Il me semble que quand on remplit les fiches. Je veux juste attirer l'attention sur un jeu qui s'appelle Snowhere de Stephen Bendorf. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un tout petit jeu dans lequel on va recouvrir des incendies avec des cartes neige. Il y a des règles, je vous passe les détails. C'est un jeu coop et la règle du jeu dit clairement qu'à la fin du jeu, on regarde le tableau final et on estime si on est satisfait de ce qu'on a fait. Et je veux le citer parce que c'est quand même un jeu qui ne propose donc pas de système de victoire, c'est une auto-évaluation. Je trouve ça super intéressant et effectivement, il y a des joueurs et joueuses qui sont totalement allergiques à ça parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir gagné. Et c'est très compliqué. On observe quand même que le gros développement du jeu coop, il s'explique aussi peut-être parce que à un moment, on a plafonné le marché des joueurs compétiteurs et qu'il fallait aller aussi chercher d'autres profils qui sont moins dans la compétition individuelle et la victoire individuelle. Pour compléter ce que tu dis, les jeux coop, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, c'est seulement 12% des ventes sur BGG en 2022. Enfin, des nouveaux jeux parus, 12%. D'accord. Sur BGG en 2022. Donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, et il y en a beaucoup plus, ça reste malgré tout extrêmement... Non, ça reste, mais on l'a quand même senti un essor du jeu, et c'est... je pense pas que c'est parce que les éditeurs ou réfléchissent forcément dans l'idée de on va proposer d'autres choses. Je pense que c'est parce qu'il faut aller chercher d'autres consommateurs en fait. Ça c'est mon pessimisme. J'avais un point, mais alors j'ai plus le slide exactement en tête où tu parles le jeu doit être juste. Ouais. Tu veux que je le retrouve ? Ouais, si ça t'embête pas. Non. Parce que ça m'évoquait un truc et j'espère que je dis pas une bêtise. Le jeu doit être juste. C'est ça. Voilà. On parlait des chances de gagner et en fait, ça c'est un vrai sujet. Moi j'ai plein d'idées sur le fait que l'histoire de ces chances de gagner, en fait on ne fait qu'appliquer le modèle libéral dans lequel on aurait un marché de concurrence pure et parfaite où tout est la concurrence par le marché s'autorégule et de la même manière qu'on aurait tous les mêmes chances de gagner, ce qui est faux dans la vie et en réalité faux dans le jeu pour plein de raisons qu'on pourrait développer, mais c'est pas le sujet. Et je me demandais si on pouvait pas le relier aussi au fait que pour qu'on ait un intérêt à jouer, il faut aussi qu'il y ait de l'incertitude sur l'issue du jeu. Et en fait, je pense que l'incertitude, c'est un vrai point ultra important parce que si j'ai pas d'incertitude sur ce qui va se passer, je n'ai aucun intérêt à jouer. Mais je pense pas. Ouais, je pense pas dans le sens où, par exemple, dans le jeu vidéo, tu vois les roguelites, par exemple, tu vois ce que c'est ? Mais il y a t'as de l'incertitude. Non, parce que tu vas forcément finir par perdre. Oui, mais la différence, c'est que tu sais pas quand.
Ok, t'as de l'incertitude sur t'as quand même une forme d'incertitude sur ta performance physique. Oui, c'est vrai, t'as raison. Enfin, en fait, oui, c'est vrai. En fait, toute la question de l'envie de jouer, qu'est-ce qui suscite l'envie de jouer, il faut que j'ai une incertitude sur le résultat, parce que si c'est certain, je n'ai aucun intérêt à jouer. Et moi, je suis pas d'accord avec toi pour te répondre. Je crois qu'on revient à le point que j'ai voulu développer tout à l'heure. Ça revient au jeu sans objectif. Un jeu où on sait qu'on va perdre, où on sait qu'on va gagner, l'objectif n'a plus d'importance. Et pour moi, dans ces cas-là, tu te créerais tes propres critères d'évaluation, moraux, esthétiques, éthiques, sur tes propres actions en jeu. De toute façon, l'issue, elle est connue. Donc tu vas décaler, tu vas créer de nouveaux objectifs. Et à mon sens, voilà. Parce que, par exemple, si les jeux sont avec très peu avec pas d'aléatoire et beaucoup de contrôle, en vrai, c'est des jeux souvent où c'est le meilleur qui gagne, c'est le plus compétent. C'est des gros jeux de compétences. Ouais. Bruno Fedouti dit que c'est des jeux chiants parce qu'en fait, il dit qu'il faut qu'il y ait de l'aléatoire, il puisse y avoir des choses qui twistent pour qu'on puisse avoir toujours l'espoir de gagner. En fait, que l'incertitude de la victoire reste, quoi. Je sais pas, moi j'ai pas envie de m'accrocher à ça. Okay. J'aimerais bien au contraire qu'il y ait des jeux qui nous imposent des choses qu'on aurait envie de questionner et donc nous dire qu'on va forcément perdre ou qu'on va forcément gagner. Moi j'aimerais bien avoir des jeux comme ça. Peut-être que du coup le jeu perd de son sens ou de son intérêt si tu veux. Je suis persuadé que les joueurs étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire cherchant dans la pratique, dans le jeu, dans le moment qu'ils sont en train de vivre l'essence du jeu tel que certains pourraient le définir, se recréeraient des objectifs et se recréeraient des critères d'évaluation, etc. Moi, c'est là-dessus que j'en suis persuadé. Tu mises sur la créativité. Ouais, clairement. Mais je sais plus si je t'avais parlé. On pourrait imaginer un jeu ennuyeux. Oui, on en avait parlé de ça. Parce qu'on parle avec tout le monde qui est là. On pourrait imaginer, par exemple, un jeu ennuyeux où, à la manière de ce que j'ai dit à un moment dans la conférence, en fait, on noie le joueur sous des actions de maintenance. Ce serait un jeu ostensiblement gris, d'accord. On lui fait faire des trucs qui n'ont pas de rapport, pas d'intérêt, des tâches triviales, des calculs, des manipulations, etc. Au milieu de la table, donc le jeu n'a aucun intérêt. Il a été designé par des gens compétents, des auteurs et des autrices de jeux, comme moi ou d'autres, pour être ennuyeux, pour aller contre les bonnes pratiques de game design, d'accord ? Et au milieu de la table, vous mettez un petit dé multicolore fait en matière de caoutchouc de balles rebondissantes. D'accord ? Au milieu de la table, vous le laissez au milieu de la table. Et il n'y a absolument rien qui fait appel à ce dé dans le jeu. D'accord ? Et donc on va jouer à ce jeu, parce qu'en plus ça devrait durer longtemps, bien 45 minutes, 1 heure j'imagine, voire plus, où on fait des actions débiles avec les cartes qu'on a devant nous, des plus, des moins, pour finalement ne pas progresser, ne pas être gratifié, rien de tout ça. Donc les joueurs continuent de suivre ce que la règle leur dit de faire. Moi j'attends de voir à quel moment quelqu'un va s'emparer du petit dé multicolore en balle rebondissante au milieu pour finalement retrouver une forme ce qu'on peut appeler frivolité, côté ludique. Voilà. Moi, j'ai pas envie de rester dans des définitions dogmatiques, genre il a envie de s'amuser. Mais c'est qu'en fait, il chercherait une forme de liberté. Il joue à un jeu qui l'aliène et il chercherait une forme de liberté. La première des libertés, elle se trouve sous son nez, il prendrait ce dé. Voilà. Moi, je crois en ça, ouais. Je crois en ça au cœur d'un jeu. Et parfois non. Parfois, il peut y avoir des jeux qui te frappent pendant que tu es à terre, qui te font ressentir que du malaise, des sensations négatives. Et de la même manière que quand tu vas voir des films qui te font beaucoup de mal, qui te font ressentir des sensations négatives, mais que tu ressors transformé pas parce que tu es baso, mais parce que tu as vécu quelque chose d'émotionnellement fort qui t'a remis en question, des jeux pourraient exister comme ça. Tu vois, et tu sais que tu vas perdre. Et tu vois par exemple ta chute lente, je sais pas moi, dans un jeu. Non, moi je pense vraiment que je crois qu'il peut exister d'autres formes de jeux, même sans incertitude. Même sans incertitude. Ouais, j'en suis persuadé. Parce qu'après, tu es peut-être plus un spectateur qu'un acteur dans ces cas-là. Mais je suis persuadé que ça dépend de la part active que te laisse le jeu, mais vu qu'on en a encore une, je suis persuadé que tu t'en empares pour en faire quelque chose. Et juste pour finir sur les jeux malhonnêtes, moi je peux citer un jeu qui est sorti dans le commerce, un jeu classique. Je trouve que Ayla et l'éclat de la montagne sacrée est un jeu malhonnête avec le joueur ou la joueuse, vraiment très malhonnête. Et que moi j'ai très mal vécu le jeu. Là, je ne vais pas pouvoir en parler avec toi, j'ai pas joué. Voilà, et c'est un jeu donc tout à fait classique qui est dans le circuit classique. Bon, tu pourras développer sur ton podcast ou ailleurs parce que là il va être trop tard et tout, mais ok, ça va. Sur ces bonnes paroles, il est déjà 13h05. Une toute petite question. Oui, vas-y. Tu sais, tu as parlé de choc émotionnel et pas d'évasion paresseuse. Ouais. Tu peux juste, parce que j'ai titillé. Si, mais en fait j'ai l'impression, non je sais, je cherche mes mots, je peux, mais ça c'était la façon que la nouvelle vague avait de résumer, enfin c'était un des gros défis de la nouvelle vague. Elle disait, il ne faut pas se contenter de proposer des supports qui proposent de l'évasion, ce qu'ils appelaient eux paresseux, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas justement à
à te challenger, à te repousser, à te provoquer, à te questionner, etc. Donc c'est paresseux. Voilà. En fait, on pourrait parler c'est la dualité de l'escapisme. C'est le fait de l'évasion, en fait. Ça nous libère, mais aussi ça nous permet de fuir le réel. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a ce bon et ce mauvais côté. Et donc on peut reprocher au jeu à la fois on peut le remercier pour nous libérer du réel quand on a besoin, mais pour moi on devrait beaucoup le questionner sur le fait qu'il nous permette de nous évader du réel. Et politiquement, moi je trouve ça pas anodin que ça serve d'instrument, je te dis, de sédation sociale. Mais je trouve... Donc ça c'est pour la partie évasion paresseuse. Choc émotionnel pour moi. Alors je pense que le jeu de société n'est pas le média forcément, le jeu de plateau, j'entends, disons, jeu de cartes, etc., jeu de pions. C'est pas le média qui a peut-être le plus de facilité à les produire. Quand tu écoutes de la musique, que tu regardes un film, que tu lis un livre, ce serait plus facile pour peut-être ces médias-là de produire des chocs émotionnels parce qu'il y a un lexique plus vaste, plus subtil, etc. Dans les jeux de plateau, on est dans la simulation, on a très peu de variables pour que ça reste lisible. C'est souvent très résumé, très symbolique, etc. C'est plus difficile, je pense, de prime abord, de faire ressentir des chocs émotionnels, mais je pense justement que c'est là-dessus qu'il faut tenter d'aller. À moins que quelqu'un d'autre veuille dire un truc vraiment important et qu'il y tienne, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que l'heure tourne. On est OK ? Très bien, merci à vous encore une fois. Bonne fin de journée, bon festival.